Émission 838. Cette semaine, Superman Lost. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble? L'ensemble, tout. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis d'une équipe dont les membres, pour citer notre ami Steph, il semble qu'on en avait besoin de Paul-Oud. Je les présente à l'instant. Le premier et le prochain empereur du Shi'ar Empire, Simon Chénier est avec nous. Et Chris, non. Non. Je veux pas, non. C'est une société passive, ou Non, pacifiques? c'est des conquérants. Des conquérants. OK. Ouais. Il n'y a pas eu une petite affaire entre Professor X à un moment donné puis l'empereur? Oui, l'Empress et Professor X ont eu un enfant ensemble. Ils ont eu même un enfant. C'est vraiment un téléroman, les X-Men. Le dernier est toujours déçu lorsqu'il fréquente un bed and breakfast de ne pas se faire offrir une quest par le tenancier. Gauthier Langevin est avec nous. Salut, Gauthier. Salut, Benoît. Ouais. Ça serait le fun, hein? Mais pour vrai, ce que tu viens de dire au sujet de Paul, là, c'est tellement vrai. Puis je dois dire que son frère, Pierre Oud, doit avoir énormément de peine et doit avoir l'âme déchirée. Mais malgré tout, cet homme-là a fait le commentaire sur le Grand Prix de Bahreïn le matin même où il avait appris que son frère était mort de manière tellement professionnelle que genre ça me fait capoter. Je suis genre comme bravo, monsieur Oud. Ouais, c'est malade. C'est malade. 4 heures après avoir su la mort de ton frère, d'avoir réussi à faire ça. C'est un feat incroyable. Il était au 98.5 ce matin pour parler de son frère avec Paul Arcand, qui était aussi un ami personnel de Paul-Oud. Puis tout au long, super éloquent, genre les mots justes. Puis à la fin, il a un peu craqué là, quand il a parlé de l'amour que les gens envoyaient dans leur direction. Puis non, c'est comme une grosse perte. Là. Je sais pas pourquoi, mais plutôt l'année passée, Carl Tremblay, là, Paul-Oud. Je sais qu'en vieillissant, on perd des gens, ça fait partie de la vie, mais notre société québécoise, on a l'impression que c'est un petit village, puis des monuments comme ça, on en a besoin. C'est comme nos référents culturels, puis ça... Dans un moment, des fois, on fait le pas, là. Hein? On fait pas tout le temps de ce temps-ci. Puis on a besoin de ces gars-là, de ces femmes-là, puis ça fait mal qu'on les voit partir. C'est partie de des notre gens identité, passionnés puis curieux comme lui. Il n'y en Ouais. avait pas beaucoup. Là. Ouais, Besoin de Nostradamus. Mais tu veux-tu, il y en a plein ici, parce que update de le Mousegate, il n'y a pas une souris, mais des souris, selon l'exterminateur qui est venu chez nous la semaine passée. Oui. Écoute, je salue la grande initiative de mon propriétaire qui s'est fait avertir en décembre dernier qu'il y en avait, mais qui n'a rien fait. Puis il a fallu que ce soit moi qui aille le brasser pour qu'il fasse de quoi. Fait qu'ils sont principalement chez ma voisine. Moi, ils ne reviennent pas chez nous. J'ai trouvé une manière de les empêcher de revenir, mais c'est pas le fun. Ça non plus, je t'avouerai que je ne tripe pas bien. Mais je vais vous tenir au courant durant les prochaines semaines. Hein? Ça va être notre nouveau segment. Benoît. Peut-être que si ça perdure vraiment longtemps dans le temps, je vais pouvoir même vous créer un jingle. Qui sait? Hein? Question de reprendre la souffrance puis faire de l'art avec. C'est ça qu'on va faire avec. On a notre ami Laurent Boutin. De l'art, des podcasts. Un peu de l'art. Laurent qui va se joindre à nous plus tard. Fait que je vais partir à courir. J'y ai fait une clé aussi. Fait que là, il va pouvoir rentrer les prochaines fois. C'est bien fin. Oui, là, c'est parce qu'à un moment donné, partir à courir pour. Des fois, je glisse un peu aussi dans les marches. Hein, c'est un petit peu dangereux. Parce que ça, c'est une autre affaire que le propriétaire n'a pas réglé. La fameuse sonnette. Oui, on peut sonner, mais je peux pas débarrer la porte d'en haut. Ça fait juste 2 mois que c'est comme ça. En tout cas. Fait que si à un moment donné, Ben part à courir puis que vous l'entendez plus jamais au Mystérieux Étonnant, c'est parce qu'il est allé répondre à Laurent puis il a déboulé. Ou à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Vous savez comment je suis mort. Mais c'est pas encore aujourd'hui que ça va se faire. En tout cas, j'espère pas. Est-ce que ça vous tente, les gars, pour commencer, d'écouter des messages sonores qu'on a reçus, messages vocaux qu'on a reçus de nos auditeurs? Excellent. On va commencer avec Carl et il est principalement dirigé vers Simon. Salut les boys. J'espère que vous allez bien. Ma question, elle va être assez quick. Là. C'est dans le fond, ça s'adresse à Simon. Je veux savoir, Simon, ça a donné aujourd'hui que j'étais sur Vimeo, puis j'ai remarqué que t'as pas fait d'update depuis un bout de temps de ta chaîne
de Lovecraft. Sur Vimeo. Donc, c'est ça. Quand est-ce que tu vas faire un suivi là-dessus? Ouais, là, j'ai lu pas mal tout ce qui était assez major, puis j'ai regardé une des dernières thèses que tu avais faites là, sur la densité de la noirceur, en tout cas. La densité. Donc, c'est ça. Je voudrais savoir quand est-ce que ça va être mis à jour. Sinon, ben... C'est niche. Merci. Donc, on fait bien sûr référence à ta chaîne dédiée à l'œuvre du romancier H.P. Lovecraft. Ouais. Ben, l'affaire, c'est ça. C'est que j'ai perdu accès à mon compte Vimeo. Ah non. Fait que là, j'upload mes analyses sur Dailymotion. C'est pas le meilleur site, mais c'est parce que au moins je me fais pas chier avec les droits comme sur YouTube. Exact. Fait que là, il y en a une couple là, qui sont sorties cette année, puis c'est des longues vidéos, là, fait que... Tu pourrais essayer sur MySpace aussi. Tu pourrais te partir un MySpace. Non, il faudrait que je me parte un live journal, je pense. OK, mais quand ça sera fait, tu me le diras, mais je le mettrai sur mon Tumblr. Ouais, OK. Ouais, c'est bon. Fais juste t'assurer de me pitcher ça par ICQ, puis tout va être correct, OK? Ouais. Parfait. Ben ouais, allez chercher ça là, sur Dailymotion, Chénier et Lovecraft. Merci, Carl, pour ton message, c'est clair. Ouais. Il y a du stock, c'est juste que tu l'as pas vu. Il faut chercher aux bonnes places. Mais c'est vraiment pour les initiés. Là. Oui, mais là, c'est des grosses analyses. C'est profond, là. C'est ça, si tu connais pas dans la ça, noirceur. Dans la noirceur. C'est ça, dans l'abysse. Dans l'abysse. Dedans. C'est ça. D'ailleurs, ta ceux qui connaissent pas ça. Ta sous-série dans l'abysse est très bonne. Ouais, merci. En fait, c'est une sous-série dans l'abysse. Fait qu'il se met chaud. Puis là, il plonge dans l'abysse. Fait que c'est une sous-série dans l'abysse. Ouais, il y a un épisode là, que je me souvenais même pas que j'avais fait. Là. Je suis tombé sur un article qui parlait de ta chaîne de Cthulhu, Simon, puis l'œuvre de Lovecraft. Puis ils t'ont comparé aux Angry Video Game Nerds de H.P. Lovecraft. Je sais pas si c'est bon ou c'est pas bon. Pourtant, je suis plus fâché. Non, c'est ça. Puis t'écris tes propres scénarios. Dans l'époque Vimeo. Vimeo, ouais, c'est ça. Dailymotion, je suis pas mal plus calme. Puis je regarde ça d'un autre angle. J'ai vieilli. Ben oui. Puis je peux analyser tout ça avec l'expérience et tout ça. Puis tu sais, je relis les œuvres aussi. Ben oui, on les découvre. La montagne. Halluciné. Oui, c'est ça. Parce que j'ai un blanc parce qu'il y en avait trop. Il y en a pas mal trop, mais il y en avait tellement. Tu as accepté l'inéluctabilité de la noirceur aussi, tu sais. Ouais, ben oui, c'est ça. T'as combat pu. Ouais. Exact. Bon, ben écoutez, on va passer au deuxième message. C'est de Martin. Il faisait longtemps qu'il nous avait envoyé un message. Hey, salut les LME, c'est Martin. Aujourd'hui, suggestion de la maison distillerie. Je vous avais déjà mentionné Somna de Becky Cloonan et Tula Lotté, une superbe BD avec un mélange d'érotisme, de supernaturel et d'horreur. Vraiment génial. Mais le titre que je viens de commencer, Gone, de l'artiste Jock, qui a travaillé sur Judge Dredd et le Batman Who Laughs. C'est de la belle sci-fi, plein d'action avec du dessin spectaculaire. Concept de distillerie. C'est des BD de luxe, gros format, genre DC Black Label. Une belle petite compagnie qui mérite d'être découverte. Hey, à plus, la gang! Merci Martin qui était là. D'ailleurs, hier, on a écouté le dernier pay-per-view de AEW, Revolution. C'était pas mal cool, le dernier match de Sting. Martin était présent. Donc, je fais une plug justement vers le Discord. Le gars qui s'est pitché là, dans vite. Là. C'est à Cowboy Derby. Il est malade. L'as-tu écouté? J'ai vu ce bout-là. Oui, il est intense, ce bout-là. On a aussi on va envoyer des souhaits de bonne fête à notre ami Étienne Forêt, de nos amis de DC et des Raies. Étienne a eu 50 ans hier, donc joyeux anniversaire. Début de la fin. Pardon? Le début de la fin. Le début de la fin. Dis pas des affaires de même, s'il te plaît. Bonne chance à tous. Même si c'est vrai. Là, je sais qu'il trouverait ça drôle. C'est vrai qu'il trouverait ça drôle. C'est vrai qu'il trouverait ça drôle. Donc, joyeux anniversaire, Étienne. Sinon, juste avant, je l'ai noté parce qu'on dans le pré-show en vidéo, parce qu'on diffuse en direct les lundis,
Gauthier t'a parlé d'un site internet que tu as consulté. Ouais. Puis je veux que tu en parles en ondes parce que c'est quand même assez intéressant comme ressource. Oui, c'est ça. Je suis en train de préparer une formation sur la scénarisation. Puis je me suis dit, tu sais, ça serait vraiment le fun d'avoir des exemples de scénarios à présenter pendant la formation. Puis je suis tombé sur un site qui s'appelle Comic Script Archives. Je vous le recommande. C'est un site, en fait, qui, avec l'accord des scénaristes, évidemment, publie l'intégralité ou des extraits de scénarios quand même assez classiques là, de la bande dessinée américaine. Donc, vous avez des exemples de Brian Wood, il y a même Kayvon qui est là-dessus. Il y a vraiment plein d'exemples de différents scénaristes avec leurs différents styles. Puis vous allez voir, il y en a des fois qui vont un petit peu over the top, là, qui écrit tout en cap lock, pas d'espace, pas de paragraphe, avec des introductions genre d'ambiance, avec des suggestions de films. Puis c'est ça. Il y en a qui profitent de leur réputation un peu dans le tapis pour faire un peu n'importe quoi, mais pour déroger des standards de la scénarisation. Ouais, ça donne quand même des beaux artefacts. Puis, tu sais, je pense quand même que ça peut aider certains illustrateurs aussi, tu sais, qui ont besoin de références. Mettons, ça c'est comme tel tune ou tu sais, regarde ce film-là, telle scène, mais il y a une manière de le faire, tu sais, il me semble, selon moi, qui devrait être plus comme clair que juste un gros pavé de caps lock. C'est pas très respectueux. Y en a-tu un à date que t'as lu et que t'as apprécié particulièrement son style d'écriture ou sa structure? Oui, un auteur avec qui Djibril Morissette Fan a travaillé un certain nombre de fois. J'ai un blanc de mémoire. Djibril qui est un auteur québécois. Ouais. Attendez, je vais vous retrouver peut-être son... Ben, allez regarder celui de Alan Moore, qui est vraiment quand même incroyable. Mais c'est l'auteur de Skull Kickers, en fait. Jim Zub. Voilà. Jim Zub, qui est un scénariste qui est quand même assez très ordonné. C'est un peu plus mon style. Il commence par une petite introduction sur l'ambiance. Il va faire un breakdown de toutes les scènes différentes dans les 22 pages. Il va dire page 1 à 5, c'est ça qui se passe. Page 6, c'est ça qui se passe. Puis c'est très clair, c'est très clean. Moi, c'est comme mon exemple à faire que je vais recommander sûrement dans ma formation. Puis la formation, tu vas la donner dans quel cadre? Saguenay, la classe de maître qui va avoir lieu le 16 mars au cégep de Chicoutimi, où on fait ça avec Cab, Olivier Carpentier puis Jim Beaulieu. Fait que les gens qui sont du Saguenay ont déjà un petit preview de ce dont tu vas parler. Ouais, c'est ça. Puis en fait, si vous n'êtes pas déjà inscrit, je pense que c'est déjà plein. Fait que c'est ça. Il y a Jake qui nous accompagne parce qu'on va faire des séances de dédicaces aussi là, en librairie. Excellent. En même temps. Génial. Ben merci Gauthier. Si j'ai oublié de le mentionner, mais si vous voulez lui laisser un message vocal, l'adresse du SpeakPipe est dans le descriptif de l'épisode. Donc c'est speak.com/mystérieux-e. Donc c'est MYSTERIEUXE. C'est super simple. Ça peut être une question, commentaire ou de la rigolade comme Carl, nous envoyer un message un peu plus rigolo. Comme ça, on va vous entendre. On pourrait le passer durant l'émission. Bon, on commence ça les nouvelles, messieurs. On va commencer avec Simon. Ça fait un petit bout qu'on l'a vu. Es-tu complètement X-Men encore, Simon? Pas cette semaine. Pas cette semaine. Mais juste pour le petit update, là j'étais pogné à lire 9 numéros de Quicksilver. Ouf. Puis, tu sais, je l'ai commencé, j'étais comme, faut que je lise ça, puis finalement, j'ai apprécié. C'est pas mon personnage préféré, c'est pas que je l'haïs, c'est juste que j'ai comme pas d'intérêt. Ouais, c'est ça, puis je me demandais si c'était vraiment important que je lise ça, mais il y avait quand même la gang des Acolytes avec Exodus qui était là, fait que j'étais comme content, puis il y avait aussi Evolution, comment? J'ai un blanc. Là. Le gars, le méchant de Guardian of Galaxy 3. Là. Ah oui, Evolutionary. Exact. Ouais, fiez-vous pas à mon anglais, mais vous voyez ce que je veux dire. T'es rendu où? T'es à peu près dans 94, 95? Je suis encore en 97. Oh, quand même. Tranquillement, mais sûrement. J'ai hâte de changer d'année. Ouais, c'est les années où ils multipliaient beaucoup les titres. Hein. Tabarnak. On est en pleine bulle spéculative en plus, là, fait que tu dois en avoir. Là.
Ouais, j'ai hâte que ça soit genre juste 2 titres, là, parce que là... c'est parce que je lis l'univers des X-Men, mais les titres X-Men, c'est comme longtemps que j'en ai pas lu. Là. Ok, tu lis comme des spin-offs, les séries toutes dérivées. les mini-séries puis tout. Là, Attends, mais là, tu lis l'intégrale, tu veux lire toutes les X-Men au complet. Fait que tu lis tout ce que... Ouais. Ok, je pensais que tu te concentrais sur les principales. Non, T'es un craqué mental. un craqué mental. C'est ça que je disais, c'est un craqué. Un craqué, ce gars-là. Je suis craqué, hein, qu'est-ce que tu veux? Il en reste plus gros, hein, fait que... Ben oui, qu'est-ce que tu vas... Imagine tout le temps que tu vas avoir à ta disponibilité quand tu vas avoir rattrapé les X-Men d'aujourd'hui. Tu vas comme tu vas finir par rencontrer la trame que tu lis. Tu recommences au départ, mais non. Non. Ben, en fait, je pense que je vais relire des trucs que j'ai aimés. Ouais. J'ai hâte de relire du Chris Claremont. Comme là, hier, j'ai commencé à lire X-Men Classics. Puis ça, c'est des ajouts que Chris Claremont a fait à ses histoires dans le temps. Fait que c'est ça, c'est comme 2-3 pages de plus. Puis, tu sais... c'est intéressant. Il y a un petit peu plus de viande sur l'os. Hey, j'en profite pour dire, on faisait une blague tantôt. Ça, c'est mon expression. Tu sais, on disait tantôt que tu avais ta chaîne Vimeo, mais les Mystérieux ont interviewé Chris Claremont dans le temps, puis le vidéo se retrouve sur notre Vimeo qui existe encore quelque part sur Internet. Là. On a 2 épisodes avec lui où il nous parle des X-Men puis des ventes des années 80-90. Wow. Mais allez sur la chaîne Vimeo des Mystérieux Étonnants. Ça fait genre 15 ans que je ne l'ai pas plugué. Mais il y a une entrevue avec Chris Claremont en 2 parties qui est disponible. Puis allez voir l'entrevue avec Jeune Jake. Oui, Jeune Jake. Ouais, John Gauthier, Jeune Jake. Dieu. On l'a plugué souvent au fil des années, mais je pense que Jake, c'est la personne qui a le plus changé au niveau vocal de toutes nous autres en 18-13 ans. Là. C'est épouvantable comment il parlait pas pareil. Je pense qu'il a le plus changé, point. Je gardais ça poli, là. Bon. Je rappelle aussi pour les gens qui sont abonnés au Discord et qui sont sur le Discord des Mystérieux Étonnants que tes listes de lecture des X-Men sont disponibles en piné, dans les suggestions de lecture. Il y a des listes de lecture à même le Discord, puis ça vous donne accès à un genre de Google Docs. Puis la liste de lecture de Simon, elle est là. Je pense que ça doit être dans les plus complètes que moi j'ai vues personnellement. Ouais. OK. Accepte-le. Prends-le, Simon. Prends-le. Ouais, OK. Mais pas complète parce que j'ai pas tout lu. T'as pas tout lu, mais elle est plus complète dans le sens jusqu'à où je suis rendu. Oui, parce qu'il y a beaucoup de listes de lecture qui existent sur Internet, mais que ça fait dur un petit peu. Il va te falloir un tatou des X-Men. Tu le sais que ça s'en vient, là. C'est sûr. T'as-tu déjà eu une idée? Ben, tu sais, je pense que je prendrais peut-être juste une case que j'ai aimée, plutôt que, genre, toutes les faces. Là. Ouais. Mais en même temps, je les veux, toutes les faces, fait que je sais pas. Tu pourrais prendre ce qu'ils appellent les box face, les face box, ça se peut-tu? Tu sais, c'est comme de l'art, souvent dans les coins gauche à haut des comic books, où tu as les visages des personnages de la série, puis c'est entouré comme d'une boîte. Ça pourrait être ça. C'est cute. Ouais. Tu fais ce que tu veux, hein, c'est Ben, c'est ça, on verra. Oui. Fait que t'as quoi pour nous autres, Simon? Je commence avec une petite nouvelle insolite, en fait. Parce que c'est un projet de film qui vient d'être annoncé. Et c'est pour vous montrer aussi comment ça prend pas de temps avant de développer un film basé sur quelque chose qui s'est passé. Je parle ici, est-ce que vous avez entendu parler du Willy Wonka Experience qui a eu lieu à Glasgow? What? Glasgow. Non, mais ça l'a comme enflammé les intertubes, hein, depuis une couple de semaines. Exact. C'est une espèce de un genre d'événement pour enfants qui était publicisé et qui a été annoncé avec des images AI de qu'est-ce que ça pouvait avoir l'air. Puis au final, c'est comme dans un entrepôt avec des trucs ramassés au Dollarama, puis c'est vraiment glauque, il n'y a pas grand-chose, et l'événement coûtait 60$ par billet. 30 livres, parce que c'est en Écosse. Puis... avec ça, les parents, ils étaient fâchés. Ils ont demandé de se faire rembourser. Ils ont même appelé la police qui a shutté down l'événement. Et dans l'événement, il y avait aussi des gens qui étaient déguisés qui faisaient des personnages de Charlie and the Chocolate Factory. Mais c'était un scam, c'était pas officiel.
Ben, non, c'était mais- pas officiel, ça, c'est sûr, mais est-ce que c'est un. C'est un genre de scam, mais tu sais, je pense que. C'est un scam à la Fire Festival. Là. Exact. Ouais. C'est le Fire Festival pour enfants, on dit. C'est ça que les médias ont surnommé l'événement, le Fire Festival Ouais, des ouais. enfants. Puis c'est ça, ils ont interviewé des gens qui étaient là, qui participaient en tant que personnages. Et eux, ils disent qu'ils ont eu genre un script avec des choses qu'ils doivent dire, Mhm. mais que ils sont pas mal sûrs que c'était écrit par un AI, justement. Oh my God. Ok. Et dans tout ça, il y a un personnage qui a été inventé par, j'imagine, la commande de AI. Et fait qu'il y a un personnage qui n'est pas dans le livre, qui n'est pas dans les films Laurent. de Willy Wonka. Et ce personnage-là, il s'appelle The Unknown. Et c'est un gars qui avait un genre de toge noire avec un masque d'argent, des cheveux comme un vieux métalleux des années 70-80, puis il y avait un miroir dans ses mains. C'est comme il apparaissait en arrière du miroir pour faire peur aux gens. T'sais. Ah, OK. Mais ça a l'air que c'était comme le plus épeurant là-dedans, parce que c'est comme « Who the fuck is that? » C'est peut-être le gars qui a. Tu sais, c'est peut-être le gars qui a parti cette affaire-là, qui est derrière le costume. Là. Il s'est Peut-être. dit, tu vas me créer un rôle. Tu sais, c'est le genre de commettant. Là. Ouais. Ça a l'air que ça serait un chocolatier maléfique qui vit dans les murs. What the fuck? Ouais, je sais pas. Mais Et c'est là- ça, c'est sûr que c'est une commande de ChatGPT. Là. Ah, Ça ben, ressemble vraiment ça à a ça. l'air de ça. C'est comme tu fais ce que ChatGPT t'écrit, puis là, Ouais. t'as ce costume-là. C'est comme si on avait fait un court-métrage de ce que Johan a prompté pour le spécial d'Halloween. Exact. Comme je disais à Gauthier, Benoît, il y a un Ouais. personnage qui s'appelle The Unknown. Et il y a un personnage avec une toge noire, un masque de métal en argent, puis Ouais. des cheveux longs, frisés. Uh-huh. Puis c'est. Il a comme pogné parce que tu sais, c'était Who the fuck is that? Et là, il y a Bloody Disgusting qui rapporte qu'il y a une compagnie Non. de production Non. de films écossais, justement, qui va faire un film qui va s'appeler The Unknown. Et, et là, le résumé de ce qu'ils veulent faire, c'est marqué. Nous sommes ravis de commencer la production et sommes impatients de partager davantage avec vous dès que possible. Mais ça serait un illustrateur de renom et sa femme hantés par la mort tragique de leur fils Charlie. Comme Charlie and the Chocolate Factory. Hein. Et désespérés d'échapper à leur chagrin, le couple quitte le monde pour les Highlands écossais isolés, où un mal inconnaissable les attend. Donc, ce serait le scénario. J'ai aucune idée s'ils vont intégrer L'expérience. le fait que ça vient de Charlie and the Chocolate Factory, ou s'ils vont juste se baser sur le personnage qui n'avait pas rapport, qui était là. Mais ce serait un film qui sortirait fin 2024, là, à la fin de l'année. Quelle Fait belle. que, écoute, Peak on humanity. exploite ce qu'on peut. Ben oui, c'est ça. En parlant de mâles D'exploiter. inconnaissables, de mâles, la poignée, on a Laurent Boutin qui est avec nous autres. Salut. Hello. Salut. Vous le voyez bien, là? Ouais. Ça, oui. Oui, Le hein. voyez-vous? Ouais, bon, c'est ça, parce que Laurent est avec moi. Ouais, j'étais comme moi aussi, il m'a choqué, mais finalement. Non, c'est correct. T'as-tu vu, je t'ai mis la clé à côté de ton micro? Yes! Ah, hein? La clé de chez Ben, les gars, on fait des Wow. parties. On n'a pas ça, nous autres. Ben, il y a la- Open house. Mais en fait, c'est la clé juste d'en bas. Comme ça, je vais laisser ma porte débarrée, fait qu'il va pouvoir rentrer, mais il pourra pas rentrer quand je suis Open pas là. house. Non. Dans les escaliers. Ah ouais, c'est- Ah ouais, ma Tes voisine. voisins vont être trippés. Ah, mais surtout ma voisine qui est cornifleuse, là, elle va triper. Là. On va l'inviter. On va l'amadouer. Ah non, s'il vous plaît, je veux pas qu'elle me parle. Jake, il est bon Faire pour nos se faire thugs. des amis. là. Ouais, ça serait la rencontre ultime. Ma voisine en Ah, bas qui a ouais. l'air de la Log Lady dans Twin Peaks, puis Jake sur le party, ça serait incroyable. Le crossover de l'année, man. Ça serait Tu sais que malade. Jake est capable de Ah Ouais, ouais. Ah ouais, faire le party. la charmer. Ouais. T'avais-tu fini, Simon?
Oui, c'était ma nouvelle. Excellent. On va y aller avec Gauthier. Stay a while and listen. Et voilà. Je poursuis mes suggestions de BD de science-fiction qui font du bien, Benoît, parce que j'ai bien aimé ça. Ben oui, c'est ça. Je vous propose Le visage de Paville cette semaine, qui est une bande dessinée de Jérémy Perraudot, publiée l'année dernière, en 2023, donc aux éditions 2024. Donc c'est publié en 2023, mais chez les éditions 2024, là, soyez pas, là. Il est craqué, ce gars-là. Il est craqué. Oui, je sais, c'est fou, hein. Je comprends C'est rien. l'histoire de... Hein? C'est l'histoire de Paville, en fait, qui est un scribe qui appartient à une société genre impérialiste, là, qui est comme une grande civilisation, genre qui a l'air d'être répandue un peu partout sur la planète, mais sa navette s'écrase sur un petit village qui s'appelle Lapiosa. Et puis, en attendant le secours de l'Empire pour venir le chercher au village, Paville va devenir citoyen d'adoption du village, fait qu'il va comme aider les habitants dans différentes tâches. C'est comme E.T. Ouais, ben c'est ça, c'est comme E.T., mais comme on est dans la peau de E.T., tu sais, puis là on arrive là, puis là lui il fait de la bouffe est bizarre, il récolte des légumes weird, il pêche, mais au fil de son voyage dans la ville de Lapiosa, il va se rendre compte que les gens ont comme plein de lieux sacrés auxquels il n'a pas accès. Et évidemment, ça l'intrigue beaucoup. Bon. Hein? Qui serait pas intrigué? Moi, je serais intrigué. Ben, moi aussi. T'arrives dans une place inconnue, puis là, ils sont comme, ouais, tu peux tout faire, sauf ça. aller là. C'est ça. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça. C'est comme le plot device du Cellar Door, là. Mm-hmm. Puis ça marche vraiment. Donc, Paville est vraiment intrigué, puis il va se familiariser avec les mythes locaux, les croyances locales, justement, pour en découvrir un petit peu plus. Puis son but, en fait, c'est de percer le secret de la religion qui est basée sur l'héritage d'une ancienne civilisation inondée par un cataclysme dans ce village-là. Donc, tout le monde croit qu'en fait, il y a eu une civilisation super avancée avant eux qui a été inondée, puis il y a une personne qui a été sauvée de cette inondation-là, qui est sur une île au loin, puis qui est comme devenu leur dieu. Puis, ben c'est ça, Paville va vouloir vraiment comme découvrir c'est quoi cette histoire-là. Puis, si ça peut avoir l'air d'une histoire de science-fiction classique, pour moi, c'est comme avant tout ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que c'est une fable sur les limites de la curiosité puis les mérites du mystère. C'est pas un sujet auquel on est habitué habituellement. Tu sais, habituellement, tout le monde se dit, ben, tu sais, c'est bien de tout savoir, tu sais, puis de tout comme analyser, puis... Mais non, tu sais, pas nécessairement. Pas forcément. C'est ça. Donc, c'est ça, c'est un take intéressant sur le récit classique d'hommes civilisés en exil aussi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a comme l'espèce de récit colonialiste à la genre il danse avec les loups puis Avatar. Il y a comme un blanc qui arrive dans une civilisation étrangère puis il est comme je vais vous sauver. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, les vraies affaires. C'est ça, fait que c'est comme un récit de colonisation, mais inversé. Fait que ou quelqu'un qui arrive qui appartient à une grosse civilisation, arrive à quelque part puis il se laisse coloniser. Mm-hmm. J'ai trouvé ça comme vraiment super intéressant. Si je peux rebondir dans ton sens, parce que je l'ai lu quand c'est sorti. C'est vraiment... je comprends pourquoi tu le mets dans la catégorie qui fait du bien, parce qu'encore une fois, comme Frontier, c'est comme un album avec très peu de conflits. Encore moins que Frontier, en fait, là, c'est vraiment... c'est comme si... c'est comme jouer à un jeu vidéo dans un monde que tu dois juste explorer. Là. C'est comme si tu étais dans Myst, mettons, mais que ton avatar, c'est Paville, tu sais. Le personnage. Fait que c'est vraiment comme plus découvrir le world building de ce monde-là que de vraiment être axé sur le conflit ou la confrontation. Là. C'est vraiment cool, ouais.
Ouais, c'est ça, tu sais, comme la plus grosse confrontation qu'il y a, je pense, c'est que Pavil, il y a certaines règles qu'il va pas respecter. Tu sais. Il dit, mettons, t'as pas le droit d'aller là. Ben, pendant la nuit, il va là, tu sais, pareil. Mais tu sais, il se fait pas emprisonner, il se sauve pas, il y a juste comme, il va là, puis il découvre des affaires. Il tue pas personne. Fait que c'est vraiment bon. Tu sais, au niveau du dessin, ça se rapproche vraiment plus de la nouvelle bande dessinée, là. Donc c'est très simple, avec des aplats de couleurs primaires là, qui sont quand même assez... c'est ça, c'est très franc. Là. Moi, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que ça t'a été suggéré par Laurent? Oui. Ah ben. Je sais pas pourquoi je n'ai pas parlé. Je ne dis pas tout, les gars. En fait, c'est drôle parce que... C'est chaudement recommandé. Ouais, c'est Laurent qui a recommandé, je pense, à Mélanie, qui est la DG du FBDM, qui, elle, me l'a recommandé. Bon, tu vois, par la bande, c'est ma nouvelle. C'est ça. Merci, Laurent, pour la nouvelle. J'ai de l'ADN de Laurent partout dans cet appart. C'est pas ça que je veux dire. Merci, Gauthier. Rappelle donc le titre pour les gens à la maison. Le visage de Pavil de Jérémy Perraudot. Excellent. On va continuer avec Laurent. Combien de temps avant le Japon, Laurent? 9 mois. Ah, 9 mois? Je pensais que c'était plus vite que ça. Ouais, c'est en novembre. Là. En novembre, 8, OK. On vient de quitter novembre, il me semble. Ouais, c'est ça. OK. Ben, écoute. Bon, on vous tient au courant. Voilà, un petit peu moins que ce qui reste 2 jours avant Noël. Oui, un petit peu. C'est vrai. Ouais. Est-ce qu'il y a 1000 bougies? Plus que l'Halloween. Plus que l'Halloween. Ouais, mais plus que le Noël du campeur aussi. Ouais, c'est vrai. C'est des vraies choses qu'on dit en ce moment. Ouais, c'est avec l'argent du Patreon. Ouais. Non, c'est pas avec l'argent du Tout Patreon. l'argent S'il vous plaît, du alors. Patreon que vous avez donné depuis les 6 dernières années, c'est moi qui le prends. C'est ce Christ. Hey, saviez-vous que Pâques, là, ouais, c'est la première pleine lune après le printemps. C'est le premier dimanche après la première pleine lune du printemps. C'est pour ça que c'est jamais la même date. C'est ça. C'est pas mal pareil, ça, je trouve. Ouais, ça cache quelque chose. Ça fait genre, on danse autour du feu tout nu. Là. Pourquoi on a quitté ça pour aller vers on se flagelle? C'est feu tout nu. C'est ça. J'aimerais ça encore. Aussi, là. Ouais, il y a une éclipse. Oui, en avril. Oui. La fin du monde. Fin du monde, oui. Faites juste pas la regarder, les yeux nus. Comme Trump. Comme Trump, oui. Lui, il peut continuer à regarder. Ouais, lui, il peut continuer à regarder. Ouais. Il est pas humain. Non, je pense pas. Il n'y a rien qui fait. Qu'est-ce que tu veux, Donald? La grosse nouvelle de la semaine, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, c'est quand je quittais cet endroit à la même heure la semaine dernière, notre ami Éric Maziad m'a signalé le retour de l'amour de ma vie, que je n'avais pas vu depuis 2017. Non, pas... Oui. Bon, c'est toutes des réponses valides, mais c'est pas là que j'allais. Je parle bien sûr des Doritos aux saveurs de cornichons intenses ou Intense Pickle qui font leur grand comeback. Je vous jure que depuis 10 ans, je regarde chaque étalage de chips avec un mini espoir de découvrir un sac. Attends, ça fait 10 ans que ces chips-là sont pas disponibles au Québec? Ouais, la dernière fois que j'en ai vu, c'était en 2017, puis c'était comme... ça faisait déjà un bout que je n'avais pas vu maintenant. Ouais. C'est meilleur que les Doritos à la guacamole? C'est meilleur que tout, Gauthier. Holy shit. Ok, tu mets la barre haute. C'est de loin ma chips préférée. Et j'en ai goûté des chips dans ma vie, laissez-moi vous dire. OK. Bizarrement, ça fait un comeback avec une autre saveur oubliée de Doritos dans le même sac, la saveur Cool Ranch. Dans le même sac, attends, c'est pas séparé, c'est mélangé, là. Non, c'est mélangé, ils appellent ça les Doritos Collision. Qu'est-ce que tu disais? Pourquoi tu faisais ça, Simon, il veut interagir. Parce que Cool Ranch, c'est tout le temps ses étagères, c'est juste c'est moins là. Okay. Mais si tu vas à l'épicerie, ils sont tous là.
Ben, tu vois, peut-être qu'ils ont décidé qu'ils n'en vendaient pas. Je sais pas. Ouais, c'est peut-être qu'ils se sont dit, on va passer nos Cool Ranch avec des Doritos, puisque les gens ou Laurent s'ennuient des Doritos. Fait que c'est ça, j'en ai trouvé pour ma part à l'épicerie qui est au coin de Boucher et Saint-Hubert. Ouais. Juste au sud du viaduc de Rosemont. Fait que, en tout cas, ouvrez l'œil. Puis t'es as-tu tout mangé ou il t'en reste? Non, j'ai tout mangé. OK. Ben, je peux te payer un sac avec l'argent du Patreon si tu m'en amènes un la prochaine fois pour qu'on y goûte en ondes. Bien sûr. Ça va être pas pire, ça. Certainement. Excellent. Fait que c'est cornichon intense, la saveur. C'est, intense pickle. Puis attends, là, pourquoi tu dis que c'est les meilleurs Doritos ever? Ben, Défends ton point. Ouais, c'est ça. Et les gars, c'est parce que c'est bon, ça goûte bon. Bon, c'est valide. C'est full of deliciousness. Mais moi, j'ai une question justement par rapport au fait que c'est en collision. Est-ce que le fait que c'est mélangé avec les Cool Ranch, ça affecte le goût? Ouais, est-ce que ça agrémente le goût ou c'était mieux qu'il n'y ait pas de Cool Ranch? Est-ce qu'il y a une pollinisation qui se fait entre les chips dans étrangement, le goût se marie très bien. Je pense que je m'attendais à devoir trier puis à faire yark, pas ça. Pas que je les trouve pas bonnes, mais je les trouve moins bonnes. Mais finalement, c'est comme s'il y avait un peu saupoudré de la Intense Pickle Deliciousness un peu partout dans le sac. Fait que donc ça agrémente le ranch. Ouais. Mais c'est bizarre qu'il l'amène pas juste à part entière puis il faut qu'il le mélange. C'est un autre choix. Mais je trouve ça mais aussi. C'était une bonne théorie. Il fallait qu'ils passent un peu de leur Cool Ranch. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y avait déjà des sacs mix, mettons. Là, mais c'est souvent comme une qui est vraiment épicée, mettons, avec une autre sorte. Là. C'est comme une loterie de genre de hotness. Avec notre chance, on connaît quelqu'un qui travaille chez Doritos assez haut placé, fait que... On peut savoir une commandite. De Doritos, on va y manger. Est-ce que je peux avoir un lifetime supply de Doritos au pickle? Si on reçoit une commandite de Doritos, ce que je promets, c'est qu'il va y avoir un épisode... Tu sais, moi, je veux pas que le monde mange des chips en même temps qu'on fait le show, parce que c'est gossant, là, ce son-là, mais cet épisode-là, tout le monde va pouvoir en manger. Ça va être le spécial bruit de chip épaisseur. Oui, puis à chaque bouchée, on va faire On va gagner beaucoup en SMR. Je pourrais faire un stream de Last Epoch aussi en mangeant des Doritos. Ça me semble que c'est en chest, genre. Ta manette. Mais là, c'est le chest qui va graisser ta manette. C'est ça. Ben là, faudrait que ta blonde elle te nourrisse direct dans la gueule de Doritos. Ça serait bon. Plein de miettes. Ça, je le regarderai. J'écouterais ça aussi. D'ailleurs, moi, la semaine passée, j'ai essayé pour la première fois, j'étais un peu en retard, mais les Cheetos croquantes au ketchup. Ouais. OK. Puis c'était bon. J'ai apprécié mon expérience. Et je le mange avec des baguettes aussi. Fait que tu manges avec des baguettes? C'est une bonne idée, ça. Pour pas te salir les doigts. Des petites baguettes ou des grosses baguettes? Bon, des baguettes normales. Là. Des baguettes comme de sushi. Pas des baguettes de drum, là. Des baguettes de... C'est pas ça que j'avais en tête. C'est comme pour contrôler ton intake de Cheetos ou bien c'est pour pas te salir les doigts? C'est plus pour pas me salir, puis... parce que le intake, je te dirais qu'il est quasiment plus rapide avec ça. Avec des baguettes? Ouais, c'est quelque chose. Moi, c'est moi aussi. Je suis pas capable d'arrêter. J'ai acheté des Miss Vickies justement au pickle, je pense, à net en fin de semaine, plus les normales, les régulières, parce que je suis un fan de chips régulières. Puis c'est vraiment dangereux, parce que j'ouvre le sac, puis je me réveille, puis c'est comme, tu sais, le monde qui... supposément, ils tuent des gens dans leur sommeil, là, quand ils sont somnambules. Moi, pour de la dissociation. Exactement. Moi, je terrasse un sac de chips. Après, je suis comme, mon Dieu, ce que j'ai fait. Pourquoi? Aussi, présent. Tu fais ça? Ouais, je fais de la dissociation de chips. Mais je pense que c'est le sel mélangé avec la texture des Miss Vickies. Surtout quand elle est comme recouvée sur elle-même. Là. Tu sais, comme... Ouais. Comme, ceux qui sont au... Ouais, les maudites. T'as fait le son de la chips, puis j'ai compris. Ouais, je me suis un peu dans dîner le popotin devant toi, fait que ça t'a donné l'image. Je pense qu'on vient de trouver la nouvelle vocation des Mystérieux Étonnants. On va parler de snack. On a déjà parlé de chips puis de céréales à l'émission, c'est pas la première fois. On va l'institutionnaliser. Là. Okay. On parle de chips. Mais moi, j'ai vraiment hâte là, au Doritos guacamole. J'étais vraiment triste quand il n'y en avait plus. Je comprends. J'étais content, il y a une couple de mois, ou peut-être l'année passée, il avait ressorti les Doritos 3D. Ouais. Ceux qui sont comme gonflés, mais c'était avec une saveur qui avait comme pas d'allure. Fait que c'était pas super.
J'aimerais ça qu'ils sortent les classiques en 3D. T'as l'impression de manger des céréales. J'aime ça. En parlant de céréales, avez-vous déjà essayé Magic Spoon qui commandite tous les YouTubers de la planète au complet? Non. C'est comme des céréales qui sont pas qui sont protéinées puis qu'il n'y a pas de sucre dedans. Hein? Il est où le fun? C'est plate. Ben, ça goûte, j'imagine. Je sais pas. Mais les saveurs ont l'air intéressantes. Bon, et on va parler d'autre chose parce que là, je commence à avoir faim et j'ai pas mangé à mon émission. Bon, voulez-vous une semi-vraie nouvelle? Ben, c'est une vraie nouvelle. C'est une vraie nouvelle. On a fait du millage là-dessus. J'ai vu passer la semaine passée une nouvelle comme quoi John Waters se remettait à la réalisation des films. Ah, il était. Sauf que là, ça a été un peu débunké. Fait que je vais vous dire qu'est-ce qui est vrai ou pas. Là. C'est un site qui s'appelle World of Real qui a sorti la nouvelle que John Waters adaptait son roman qui est sorti en 2022 qui s'appelle Liar Mouth, A Feel Bad Romance, avec Aubrey Plaza dans le rôle principal. Depuis la semaine passée, John Waters a dit « Ouais, OK, mais il n'y a rien de tout ça qui est vraiment confirmé. Là. Personne ne m'a rien dit, moi, mettons. » Fait que, genre, je pense que ça l'intéresse. Je pense qu'il faudrait que quelqu'un adapte le script peut-être pour que lui le fasse. Aubrey Plaza, c'est déjà signifié par le passé très, très motivé à jouer le premier rôle de Liar Mouth parce qu'elle trippe déjà sur John Waters. Puis comme on a la fille sur le cover du livre, elle me ressemble déjà, là. C'est moi. C'est à moi, ça. C'est quoi son dernier film à John Waters? Ça fait longtemps. C'était en 2024. En 2004, oui, à Dirty Shame. Fait que ça fait 20 ans qu'il y a Parce qu'il y a eu un remake de Hairspray, pardon, mais c'était pas lui. Il n'était pas réalisateur. Il n'était pas réalisateur. Fait que non, il n'a rien fait depuis ça. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait Selma Blair avec des seins énormes. Puis non. Johnny Knoxville, c'était-tu lui? Ouais, très 2004. Ouais, c'était très, très 2004 comme film. Il était correct. Okay. Mais fait que c'est ça, il n'y a rien qui est comme signé, mais je pense que ça y tente. Je pense que tout le monde, ça leur tente. Puis le Baltimore at large, ça leur tente aussi qu'il y ait... il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Hein, fait que, c'est que... À part du crime, c'est glauque. C'est bizarre, tu sais, j'en ai vu plein des John Waters, puis là, je suis comme, les gens sont fiers de... Ouais. Il y a tellement rien d'autre qui les met sur la map que c'est ça. Moi, je suis un YouTuber qui s'appelle Dan Bell. J'en ai déjà parlé à l'émission. Il crée moins, il fait surtout des live streams. C'est un petit peu moins intéressant, mais c'est un gars qui documente beaucoup les lieux abandonnés. Tu sais, c'est un genre de Urbanex. Puis il vient de la région de Baltimore. Puis il va dans des buildings puis des quartiers abandonnés qui sont excessivement crades puis fréquentés par des gens qui ont, disons, des difficultés dans la vie. Là. Puis ça a l'air d'un pays du tiers-monde, comme en guerre. Là. C'est épouvantable. Il y a des quartiers qui sont excessivement pauvres. Puis il n'y a pas grand-chose qui se passe là-bas. Là. C'est capoté, hein, parce que c'est de même depuis que lui, au moins, tourne des films. Là, mais la pauvreté, c'est générationnel. Là. C'est pas juste une génération qui le porte. Là. C'est quand tu pars à moins 20... difficile de remonter à la côte. Là. C'est clair. Fait que, c'est pas fait encore. Retenez pas votre souffle, mais peut-être que ça se peut, puis que, peut-être que cette fausse rumeur-là donnera le jus nécessaire à ce qu'il y ait des choses qui se passent pour vrai. Peut-être. Excellent. On va continuer avec moi, puis je vais piquer le jingle à Jake, parce que nous, il est jamais là. Ça, c'est moi. Ça, c'est punk comme je suis. Tu peux te l'approprier. Je vais l'approprier, Caroline. S'il veut le revoir, il y avait juste à revenir. T'as parlé de Doritos qui revenait, Laurent. Puis moi, je vais reparler de quelque chose aussi que personne pensait qu'elle allait revenir. Qu'un truc qui sort tout droit des années 90. Comme un peu les Doritos le sont. J'associe beaucoup les 90 aux Doritos puis le Mountain Dew puis ce genre de choses-là. Puis, on va... je sais pas si vous savez, dans les années 90, il y avait beaucoup de crossover entre DC Comics puis Marvel Comics. Il y en a eu plusieurs au fil des années. Entre 1979 puis 2003 à peu près, il y en a eu énormément. Puis, vers le début des années 2000, on a arrêté d'en faire parce que les deux compagnies se sont un petit peu plus... disons, éloignés. C'est parce qu'ils ont été rachetés aussi par des majors. DC appartient à Warner Brothers Discovery maintenant, puis Disney possède Marvel. Donc, ils veulent pas mutuellement se donner de la visibilité. Donc, l'industrie du comic book est quand même très familiale, très proche, si je peux dire, s'est fait un peu distancée. Et là,
Et ces crossovers-là sont comme out of print. Récemment, il y avait eu un truc de George Perez qui avait été réimprimé, mais là, il y a un truc assez incroyable qui s'en vient. Le 6 août prochain, Marvel et DC vont publier des omnibus. Le premier, c'est de leurs gros crossovers qu'ils ont eu au fil des années. Donc, on parle d'un omnibus, tenez-vous bien, de 960 pages qui s'intitule DC vs. Marvel Omnibus, tout simplement. Puis, ça collectionne plein de rencontres entre différents personnages qui ont eu lieu au fil des années. Le Superman versus The Amazing Spider-Man numéro 1. On a de New Teen Titans. Check bien ça. Marvel and DC Presents feature The Uncanny X-Men and the New Teen Titans numéro 1. Batman Punisher. C'est vrai ça? C'était-tu bon pour oui? C'est vrai, c'est juste le... OK, ça, je te crois. Darkseid versus Galactus. Hein? Ben ouais. Je savais même Puis plein d'autres. Puis ça, c'est le premier omnibus qu'ils vont lancer. Premier? Ouais, parce que le deuxième, ça, c'est encore plus fucking 90s. Ils ont publié à un moment donné, Marvel et DC, un truc qui s'appelait Amalgame, où ils fusionnaient des personnages appartenant aux deux maisons d'édition, puis en faisaient un personnage unique. Fait que, mettons, t'avais Darklaw, qui était la fusion de Batman et Wolverine. Ça peut pas avoir plus 90s que ça, c'est incroyable. Doctor Strange Fate. Ouais. C'était la fusion de Doctor Strange et de Doctor Fate. Super Soldier, fusion de Superman et Captain America, donc ainsi de suite. Il y a excuse-moi, vas-y. il y a un des numéros de Darklaw qui est dessiné comme Batman The Animated Series. Exactement, ouais, ça c'est un autre. C'est cool. Ça c'est cool en Chris. Donc, ils vont sortir un omnibus aussi de ces crossovers-là, qui s'appelle DC vs. Marvel, The Amalgam Age Omnibus, sorti lui aussi le 6 août. Puis on parle de, je sais pas combien de pages, mais on parle de 150$ pour les deux numéros. Puis j'ai l'impression que ça va se garrocher parce que j'ai pas l'impression que ça va revenir, ce genre de crossover-là. C'est même une anomalie. Ça va être publié par Penguin House. Puis je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont décidé c'est même pas... non, c'est comme s'il y avait comme un tierce. Ouais. Un médiateur. Le médiateur, tu sais. Il y a rien sur... l'espèce de truc weird qu'il avait fait chez DC où c'était genre Stan Lee qui réinventait leur gros héros. Stan Lee Presents. Non, pas pour l'instant. Mais ils n'ont pas besoin de Marvel pour ça parce que Stan Lee est un agent libre à partir de ce moment-là. C'était pas quelqu'un qui travaillait pour Marvel. Il représentait pas Marvel pour cette initiative-là. Oui, je serais pas surpris qu'il pas officiellement, mais dans nos cœurs. Non, je comprends. Mais de toutes les choses que j'aurais pu prédire dans la prochaine année, ça, c'est comme... Attends, Marvel et DC vont co-publier leur vieille histoire, leur vieux crossover. C'est quand même c'est quand même assez incroyable. Donc, si vous voulez mettre la main là-dessus, je pense que vous êtes un fan des années 90 ou de cette période-là du comic book, vous allez devoir vous garrocher parce que dans l'article de CNN que je lisais, il relatait le fait qu'il y a un monsieur qui est rentré dans un comic book shop puis il a dit « Ouais, c'est parce que je veux précommander cette affaire-là qui sort en haut. » Puis le gars le croyait pas que ça allait sortir. Fait que j'ai comme l'impression que ça va être une des rares fois, sinon la dernière fois qu'on va avoir droit à ce genre de collection-là. Fait que voilà, on va continuer avec Simon? Ouais. Est-ce que je vais continuer mon dossier sur Dr. Zero? Oui. Un dossier que beaucoup de gens attendent avec impatience. Un grand dossier, ouais, c'est ça. Tu sais, la dernière fois, je parlais de certains films, puis que je disais que là, c'est récent, il était difficile à trouver. Ben, j'en ai trouvé deux. Mm-hmm. Je l'ai trouvé en location sur Vimeo. Sauf qu'il faut avoir un VPN pour faire croire que t'es aux États-Unis. Ouais. Louer. Mais je l'ai fait. Et je vais vous parler de ça. Il y a le premier film que j'ai regardé, c'est un film de 2016 qu'il a fait. Ça s'appelle The Stop It. Et là, j'étais content parce que Dr. Zilo ne joue pas Dr. Zilo. Oui, parce qu'il était méta, lui. Il jouait son personnage. Il faisait un film sur le fait qu'il fait un film. Là, c'est une histoire avec... c'est un body cop movie avec lui qui est un policier de Hong Kong qui se met en équipe avec un policier de LA que son partenaire s'est fait descendre par un méchant d'une famille des triades. Et là, ça se passe à Hong Kong. Le
policier de LA s'en va à Hong Kong, et là, les deux se mettent ensemble pour combattre le même ennemi. Et tu sais, ça semble être très classique comme histoire de ce genre de cinéma-là. Mais je dirais, c'est pas le meilleur Dr. Zilo, mais ça serait peut-être le plus accessible. Dans le sens, si vous c'est aimez une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Si vous aimez le cinéma mauvais, mais que vous aimez ça, comment dire? Qu'il y a une histoire. Ouais, qu'il y a une histoire, puis que c'est quand même le fun, que c'est pas juste cheap et difficile à écouter. Je dirais que ça serait celui-là qui est le meilleur, parce que oui, techniquement, il y a vraiment encore des problèmes. Le montage est tout croche. C'est très, très cheap. Mais au moins, c'est non-stop. Il y a toujours quelque chose qui t'accroche au film, qui fait rire de toutes les façons que vous pouvez penser. Parce que dans le sens que ça peut être autant une scène d'action qui est très drôle qu'une scène où il y a deux personnages qui se parlent puis que le dialogue n'a pas de bon sens. Mais tu sais, c'est son 10e film de Stop It et il n'a toujours pas appris à faire des fade-out à sa trame sonore à la fin de la toune. C'est difficile, ça coupe sec. Ah ouais. Mais c'est aussi... comment dire? Le film il est en HD, fait que ça donne plus un feeling... t'écoutes, mettons, Birdemic ou un peu du stock plus récent. Mais moi, je dis que c'est une bonne chose parce que les autres c'était en mini DV, fait que c'était un peu encore plus cheap sur la qualité visuelle du film. Puis, il a réussi à avoir un caméo de Léo Fong, qui est un autre gars qui faisait ses propres films dans les années 80 et 90. Puis, pour ça, j'étais bien content. Fait que moi, j'ai donné 5 étoiles sur 5. Wow! C'était vraiment le fun. Pour moi, c'est un nouveau classique. T'sais. Mais attends, c'est vraiment le fun ou c'est Family's Christmas Ornament fun? Non, c'est... Vous avez eu une fois, là. C'est genre Samurai Cop, le fun. Ah! OK, c'est haut niveau, ça. Ouais. Penses-tu qu'on serait capable de remplir une salle avec Dr. Zilo? Mettons qu'on fait une projection. Mettons une projection là, commentée. Là. Moi, je pense que oui. On aurait-tu le droit? Je pense pas. On s'en écoute, on peut même pas le regarder, le louer à l'extérieur des États-Unis. Fait que... Ouais, mais là, il ne saura pas, là, M. Z. Probablement pas, mais on pourrait demander. Ce serait un qui serait le fun à écouter en gang, ça, c'est sûr. Ce qu'on pourrait faire, c'est prendre l'argent du Patreon qu'on devait utiliser pour envoyer Laurent au Japon et faire venir Dr. Zilo de LA. Je pourrais aller au Japon avec Dr. Zilo. Tu pourrais aller au Japon avec Dr. Zilo. Ce serait malade. Faire des kicks dans la bouche. Laurent serait le personnage principal de son prochain film. Ouais. Ça serait fou. Ouais, quand même. On fait ça. Et là, après, je me suis dit, je vais écouter l'autre que j'ai trouvé, qui est un film de 2019, qui s'appelle Kung Fu JKD et MMA. Fait que c'est comme 3 sortes d'arts martiaux. Et là, c'est complètement l'inverse. J'ai trouvé ça d'un ennui. Tellement. Parce que c'est Dr. Zilo qui fait un show de chaise dans son dojo avec 2 autres combattants qui parlent de leur art martial respectif et de cinéma. Et c'est un peu... En même temps, Dr. Zilo, là, il joue Dr. Zilo. Il parle de ses films qu'il a fait. Puis il y a même un des personnages qui dit, est-ce que tu es en train de faire Chasing the Dragon 3? Fait référence à ses anciens films. C'est ça. Puis, c'est ça. C'est que... pendant 1 heure, c'est eux qui jasent. Il y a une couple de flashbacks là, avec du monde avec des perruques. Là, c'est son My Dinner with Andre. Ouais. Sauf que dans la dernière demi-heure, là, il y a du combat dans le dojo pour savoir c'est quoi le...
le meilleur art martial. Est-ce que l'art martial de Bruce Lee est meilleur que le MMA ou que le... Mais c'est plus comme un TED Talk, genre. Ouais, OK. Un TED Talk avec quelques flashbacks. Simon, je pense qu'une carte éventuellement va être nécessaire pour comprendre le contexte métatextuel de Dr. Zillowverse, parce que là, il y a des choses, il y a des films qui sont des films, il y a des films qui font référence à des films. Ouais. Il y a des films qui se font des... Je sais pas, il y en a pas un que c'était le film du film qui a été fait avant. Ouais. Ça devient compliqué, là. C'est, oui. Les idéogrammes, là. Ouais. Mais là, c'est ça. En plus de tout ça, il y a le retour de son personnage de Monsieur Beaucoup. Qui est un personnage de RBO. C'est sa version de l'inspecteur Clouseau. Oh non. Qui fait dans d'autres films, mais à chaque fois, il y a une voix par-dessus qui répète, qui censure qu'est-ce qu'il disait. Tu sais, genre, il dit, OK, là, je vais vous faire Inspecteur Clouseau, mais là, la version que nous, on a, c'est, là, je vais vous faire Monsieur Beaucoup par-dessus, tu sais. Parce qu'il n'a pas le droit de parler d'Inspecteur Clouseau. J'imagine. Puis ça, c'était quelque chose qu'il y avait dans le premier film que j'ai vu, qui était Combat Mortal, Total Destruction, Director Scott. Où il disait par-dessus les scènes de Monsieur Beaucoup. Monsieur Beaucoup, en tout cas. Fait que là, il ramène Monsieur Beaucoup pour 2 scènes, mais on s'en fout. Puis, après, comme le combat final avec les 2 autres dudes, il s'en va à Hawaï, et maintenant, il a les cheveux bleachés. Ça lui donne un drôle de look. Et il rencontre un gars qui s'appelle Ninja Nate. Genre, on est supposé le connaître, mais non. Puis là, les deux, ils décident de s'associer pour de quoi de pas trop clair. Ça doit être une genre de micro-célébrité du milieu des arts martiaux. Hey, Ninja Nate, c'est malade comme nom. Il doit être lourd, évidemment, je suis allé sur YouTube, j'ai tapé Ninja Nate, puis oui, c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube qui fait des démonstrations d'art martial. Okay. C'est sûr qu'il y a des frosty tips, là. Ouais, pas Ninja Nate. Ninja Nate, il a vraiment cheveux Bruce Lee, là. OK. Mais il y a un laminé de Scarface dans son salon, par contre. Oui, ça se peut. Puis, c'est ça. Le film file vraiment plus comme un infopub, là. Il y a comme des longues scènes où on le voit s'entraîner dans son dojo, puis il nous montre comment faire les moves. Puis, c'est ça. C'est pas bon. Non. J'ai donné 1 étoile sur 5. C'est ça. Sont moins bons, évidemment. Je le compare aux autres. Est-ce que si j'aurais aimé ça tout seul, sans le comparer? Probablement pas. Puis j'aurais sûrement pas checké d'autres films de Dr. Zillow. Mais là, t'as le pied dedans, là. Ouais. Il va falloir que tu mettes la main sur tout. Il y a ça. C'est sûr j'y arrive. Là. J'ai presque tout. Il y a une scène, par contre, parce que tu te demandes, ce genre de personne-là, tellement narcissique, est-ce qu'il y a une remise en question? Non. Puis Dr. Zillow, il y en a une. De temps en temps. Et là, dans la conversation avec un des dudes, il dit... parce que Dr. Zillow, lui, c'est qu'il veut faire comme Bruce Lee. Il veut faire des films pour mettre en valeur le Jeet Kune Do. Et là, il chiale un peu sur « ouais, mais Van Damme, tu sais, c'est une vedette, mais il est pas très bon en art martial. » Puis, tu sais, il chiale, puis là, l'autre gars, il dit « ouais, mais est-ce que toi, tu penses être le nouveau Bruce Lee? » Puis là, il y a une hésitation. Puis là, il dit « non, il n'ose pas aller là. » Il n'ose pas aller là, puis il explique comme que ça sera... C'est pas à moi, je peux plus faire ça parce que, tu sais, avec l'âge et tout ça, mon moment est passé, tu sais. Mais qu'il va quand même continuer à faire du cinéma parce qu'il aime ça. Mais, fait que là, j'étais comme, OK, il est pas complètement fou. mais j'ai comme l'impression que c'est une réalisation qui fait parce qu'il l'avantage. Tu sais, un narcissique pur ne peut pas avoir ce genre de réflexion par rapport à lui-même.
c'est ça. J'essaie de voir le mieux dans des autres, mais des fois, c'est difficile, oui. C'est ça. Puis l'autre fois, je mentionnais aussi que pour le premier film, j'ai vu Combat Mortal, Total Destruction, Director Scott, que j'avais trouvé un DVD sur eBay. Puis mon grand questionnement, c'est est-ce que je vais avoir le Director Scott ou je vais avoir la version avant? C'est vrai. Et je l'ai reçu et j'ai la version avant. Donc, avant les effets sonores weird, le montage étrange. Fait que j'ai hâte de le regarder. Ça va sûrement être... pire? Peut-être. Non, mais... Différent. Ça va être sûrement une conclusion à ce grand dossier pour moi. Je vais finir avec le film que j'ai commencé, à moins que j'en trouve d'autres. Là. Mais là, celui dont tu parles, le show de chaise, là, c'est 2019. C'est quand même récent. C'est-tu son dernier? Je pense qu'il y en a eu un autre après. Je sais qu'il a fait une comédie mettant en vedette Inspecteur Beaucoup et Kato du Green Hornet. Bien sûr. Ouais. Il reprend le rôle de Bruce Lee. Ouais, il y a une fixation, je pense, Dr. Zillow. Tu penses? Ouais, fait que c'est ça. Mais c'est quoi la conclusion de tout ça? Il va falloir qu'on en écoute un. C'est ça, puis en parler à l'émission. Moi, je dirais qu'il faudrait écouter The Stop It, celui que je parlais avant, de 2016. C'est vraiment le meilleur. Sinon, je vais juste vous montrer deux pochettes. Là, je sais que c'est à l'audio, mais regardez comment, mon Dieu. Pour deux films différents, ils utilisent la même photo. Non, attends, c'est pas la même photo. Il y en a une que les mains séparées, puis l'autre, il est les mains unies, en signe de prière. C'est le même... Oui, je sais, Jeanne, mais c'est... Ouais, c'est le même Photoshop. Il y a vraiment l'aura d'un cult leader. Oui. C'est juste sa photo, là, ça paraît qu'il n'est pas complètement... Il y a celui-là qui est un film d'animation parce qu'il y a un filtre sur l'image lettre. Fuck, c'est Deadly Curse. Là, je ne l'ai pas écouté encore, mais il date de 93. Donc c'est plus vieux. Il est vraiment dédié longtemps, quand même. ouais, Tommy Wiseau, il a juste fait un film. Hein? C'est vrai. Il n'y en a pas un deuxième là, avec des requins. Ça fait des années qu'il dit qu'il va faire un deuxième. J'ai vu une bande-annonce à demander de quelque chose, mais je pense que c'était une pub, quelqu'un l'avait utilisé pour... Mais je me souviens plus. Mais bon. OK. Voilà. Merci Simon. On va y aller avec Gauthier. Le fan de Department of Truth a été très intrigué par la nouveauté de Netflix qui est sortie récemment, qui s'appelle The Octopus Murders, An American Conspiracy. Est-ce que ça vous dit quelque chose? J'ai vu passer parce que Netflix sait que j'aime le true crime, mais je ne l'ai pas écouté encore. Et boy, j'ai été servi, là. J'ai été un peu apeuré par cette annonce-là parce que je me suis dit, oh mon Dieu, tu sais, c'est une affaire de conspiration qui va juste parler des conspirations comme si tout était du cash. Puis me transformer en disciple de QAnon du jour au lendemain. Tu ne dis pas ces mots-là, il y a l'algo qui nous scanne quand on dit des affaires de même. Mais pour vrai, quand j'ai lu la description, ça m'a donné envie de le voir parce qu'on retrace en fait les recherches d'un jeune qui, depuis un peu avant le début des années 2000, donc vraiment avant que les conspipis arrivent en force dans la médiasphère. Là. Les conspipis, comme ça. En fait, c'est ça, c'est un jeune qui était fasciné par le cas de Danny Casolaro, qui est un journaliste qui était spécialisé en informatique, qui est mort en 1991. Pendant qu'il était en train de mener une enquête depuis plusieurs années sur les origines d'un scandale informatique qui s'appelle le scandale Inslaw. Le problème, c'est qu'en fait, il y a une grande... Inslaw. Et non pas Onslaught. C'est ça, le problème avec cette histoire-là, c'est qu'il y a une partie du public américain, puis même le frère du défunt, là, Danny Casolaro, qui pense qu'il s'est pas suicidé, en fait, qui aurait été victime d'un meurtre. Okay. Et c'est là que la spirale infernale de la conspiration débute. L'histoire de Inslaw, c'est que dans les années 80, en fait, c'est une compagnie qui a développé un logiciel pour le département de la justice américaine qui servait à cataloguer puis classer tous les cas du département de la justice.
le programme s'appelait Promise. Puis, du jour au lendemain, le département de la justice a décidé de ne plus payer INSLA. Et puis, il y a une grosse saga judiciaire qui s'est enclenchée à la suite de ça parce que le contrat a été donné à une compagnie compétitive de INSLA qui s'appelait Adron. Et là, de cette enquête-là, en fait, émergent plein de personnages les plus étranges les uns que les autres, dont un espèce de vieux hacker qui est en prison depuis des années, qui a appelé ce monsieur Cassolaro-là, puis qui a dit « Moi, j'avais les codes sources du programme Promise, puis on m'a demandé de faire des affaires pas catholiques avec ce code source-là. » Puis, l'enquête part de là, et puis on découvre au fil des recherches à la fois du journaliste des années 90 puis du jeune qui s'intéresse à ce cas-là, que le programme Promise a été en effet utilisé par la CIA puis la NSA pour espionner des pays à l'étranger. Mais là, comme, à chaque fois qu'il y a de la nouvelle information qui arrive, il y a comme des nouvelles espèces de conspirations qui émergent, puis il y a toujours une petite affaire de vérité, tu sais. C'est les meilleures conspirations, c'est le problème. Et c'est ça, en fait. Puis l'intérêt, je pense, du documentaire, c'est de découvrir comme ces personnages-là incroyables là, qui émergent là, au fur et à mesure de l'enquête. Puis c'est une manière vraiment habile, en fait, que les documentaristes ont eu de contextualiser, en fait, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à devenir la personne cliché du conspirationniste. Mm-hmm. Donc, un journaliste très sérieux qui s'intéresse à quelque chose, s'il se laisse séduire par les informations que quelqu'un veut lui donner au sujet d'informations qui sont véridiques, c'est là que ça peut vraiment chirer, tu sais. Puis à l'époque, je pense, dans les années, début des années 2000, années 90 aussi, c'était beaucoup plus facile d'avoir de la vraie information, je pense, là, de vraiment vérifier l'information sans se perdre dans les forums de discussion pendant des heures. Là. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. C'est un documentaire qui commence à nous amener dans la conspiration, mais qui fait à un moment donné, attention, c'est comme red flag, genre, ceci n'est pas la vérité. Regardez les gens qui vous parlent, ce sont des fous. J'aime ça, c'est bon ça. Ouais, j'ai vraiment. Puis, tu sais, parce qu'ils nous font faire le chemin que le journaliste a fait. Puis là, t'es comme, si, c'est vrai. Tu sais, il y a ça qui s'est passé. Ouais. Ça, c'est vrai. Tu sais, mais au final, il y a plein de scandales qui ont eu lieu. Tu sais, il y a eu le scandale de INSLA. Il y a eu un scandale en Amérique du Sud où il y a des compagnies, des fausses compagnies qui ont été fondées pour acheter des armes par le gouvernement américain pour subventionner des rébellions contre les communistes là-bas. Ça, c'est vrai, on le sait. Il y a eu des scandales bancaires en Suisse impliquant aussi des compagnies fantômes. Mais tout ça n'a pas de lien ensemble. Il n'y a pas une cabale de 8 personnes dans une pièce noire qui ont tout planifié, tu sais. George Bush et les faucons ne sont pas là dans cette pièce. Donc, c'est ça. C'est pour ça que j'ai vraiment aimé ça puis que je vous le suggère. Si vous avez aimé Department of Truth, c'est vraiment assez avant tout sur le pouvoir de la conspiration que c'est intéressant. Mais je trouve ça intéressant parce que ça tu m'as fait penser à un documentaire que j'ai vu l'année passée qui est le documentaire qui couvre le procès d'Amber Heard et Johnny Depp. Puis au départ, tu suis en fait le documentaire, puis tu te dis, je vais découvrir de par les clips qu'on me sert qui dit vrai dans cette histoire-là. Est-ce qu'il y en a un qui a plus raison que l'autre? Puis au fur et à mesure que ça avance, tu te rends compte que non, c'est pas à propos de qui dit vrai dans ce cas-là, c'est à propos de la machine, la fascination du public à s'immiscer dans quelque chose qui ne les regarde pas et à prendre des côtés qui sont polarisants. Fait qu'à un moment donné, le sujet, c'est toi, ultimement, à la fin du dernier épisode. T'sais. Puis c'est sûr aussi l'industrie de l'opinion là, qui s'est construite là, aussi depuis quelques années. Là, où c'est plus important d'avoir une opinion que de débattre ou de chercher la vérité ensemble. C'est débile. Moi, ça fait une couple de fois. Là, que... Moi, ça m'épuise à travailler sur les médias sociaux, mais aujourd'hui, à ma job, il y a eu une annonce qui a été faite d'un financement pour un programme quelconque. Puis
pas longtemps après, genre sur Twitter, parce que c'est tout le temps sur Twitter, de hordes de gens qui, d'un, n'ont clairement pas lu le communiqué et qui partent dans des directions, dans toutes les directions qui ne font pas de sens. Puis moi, ça me fait peur, parce que c'est comme c'est de l'imbécilité, genre, concentrée. Puis ça fait bouger la barque, là. C'est bien spécial. Tout va trop vite. Ouais, peut-être. Ouais. Merci, Gauthier. Merci. Laurent, il te reste quelque chose? Oui. Tu peux y aller. Ah, excuse-moi, j'attendais mon mini-thème. J'ai pas mis pour les autres. J'ai pas pris. Non. Je vais vous parler de Terry Moore. Vous rappelez-vous de Terry Moore? Ben oui, il a fait... Qu'est-ce qu'il a fait déjà, Colin? Ben, c'est le gars qui a fait... Paradise? Oui, exact. Oui. Entre autres, Strangers in Paradise, mais plein d'autres affaires aussi. Là. Il est comme super steady. Il a comme sa propre maison d'édition maintenant qui s'appelle Abstract Studio. Puis là, il a lancé un Kickstarter pour un livre qui s'appellerait The Really Complete Paradise 2. 2 comme dans aussi. Le concept, c'est que semblerait que avant que soient publiés les premiers Strangers in Paradise, qui sont ces personnages depuis presque 30 ans maintenant, là, il y a... c'est pas pour rien que ces personnages-là, ils sont fleshed out. Là. C'est parce qu'ils les écrivaient déjà depuis des années. Ils les ont brainstormés pendant des années. Puis il existe plusieurs strips qui n'ont jamais été publiés avec les personnages de Strangers in Paradise. Il y a eu, comme ça a l'air, un Complete Paradise 2 déjà, mais en run limité il y a plusieurs années de ça. Puis là, ils ont trouvé plein de stocks inédits encore. Fait que là, ils publieraient un livre avec ça. Un livre de 344 pages quand même, là, de strips inédits, de gags en une page, de character design, d'hommage à Peanuts avec ses propres personnages. Ça tire vraiment dans tous les sens. Il cherche à accumuler 35 000 $ pour publier ça. Il en a déjà ramassé à l'heure de tantôt 132 000 presque. Ouais, fait que... Je pense qu'il va être correct. Je pense qu'il va être correct, mais il y a beaucoup de perks si jamais c'est le genre d'affaires qui vous intéressent, là, des pins, des prints, des affaires signées. Comme le livre il est en 4 versions. Là. Un softcover, hardcover signé et digital. Il y a tout ce que vous voulez. Fait que si vous êtes des fans de Terry Moore, comme moi, entre autres, même si je suis quand même en retard dans ces séries, il y a ça qui existe. Il reste encore 25 jours à ce Kickstarter-là. Fait que je pense que... Voilà. Ben, on est in sync, Laurent, cette semaine. Parce que là, tu as parlé tantôt là, d'un retour avec les Doritos. Moi, je t'ai parlé du retour des crossovers DC Marvel. Tu me parles d'un Kickstarter. En tout cas, à tout le moins une campagne de socio-financement pour une BD. Je vous parle d'une bande dessinée qui va être financée par socio-financement sur Kickstarter. Je te dis, man. Souvenez-vous, est-ce que vous vous souvenez de The Darkness? Oui. Personnage des années 90 de Top Cow Productions, qui, à l'image des années 90, là, dans les extrêmes, là, c'est un anti-héros qui faisait partie de l'univers étendu de Witchblade. Ouais, moi, j'avais un crossover avec Witchblade. Oui. En fait, la première apparition de Darkness était dans Witchblade numéro 10. Ouh. Ça paraît. Ouais. Tu sais-tu de Witchblade? Oh, comment l'oublier? Comment oublier Witchblade? Puis Gen 13, tu sais-tu de Gen 13? Moins quand même. Un petit peu, mais moins que Witchblade. C'est des grosses années très, très typées. Là. Vous irez googler ça. Là, si vous ne savez pas de quoi on parle, là, parce que c'est une autre époque, disons. Donc, The Darkness, créé dans les années 90 par Garth Ennis, Mark David Wall et Mark Silvestri, qui d'ailleurs vient de lancer un Kickstarter pour financer le 3e numéro de son Complete Darkness Collection, donc le Complete Collection numéro 3. Les 2 premiers existent déjà, mais ils passent par le socio-financement pour partir de la machine. Donc, si ça vous intéresse, ça va compléter, pas compléter parce qu'il y en a en fait en maudit, là, des Darkness, il y en a eu beaucoup, là, mais ça va poursuivre la série qui avait déjà été entamée. On parle d'une $50 environ US pour une copie physique cartonnée. Ça, c'est de base. Il y en a quand même pas mal. Là. J'ai pas le chiffre à côté, là, mais on parle de plusieurs dizaines de numéros. Là. C'est pas des petits trades. Ce que je comprends, c'est que Silvestri s'auto-édite même. Ben, il est avec Top Cow Productions. Je pense que c'est par là qu'ils financent ce genre de projet-là. Ça existe encore? C'est la même réaction que j'ai eue quand j'ai vu la nouvelle passer, c'est que ça existe encore. J'ai pas vu ça sur un comic. Ouais, mais c'est associé aussi à comme genre tout le temps les mêmes persos. Là. Tu as Witchblade
t'as Darkness, puis tu sais, j'aurais de la misère à t'en nommer un troisième. Là. Sûrement que ça existe, mais je sais pas. Probablement. Mais étonnamment, il fait ça parce qu'il va y avoir un reboot de The Darkness et Witchblade qui va sortir en 2025. C'est déjà prévu, c'est déjà annoncé. Donc, on relance les deux séries. On va pas poursuivre là, les aventures de ces personnages-là depuis les années 90. On repart à zéro. Donc, c'est une manière aussi pour faire une pub. Tu demandais le nombre de pages, Laurent, je l'ai ici. On parle de 700 pages pour le prochain numéro. Quand même. Ouais. Pour 50$, ça va. Là. Ça vaut quand même la peine, je pense, à US, fait que ça revient à peu près une soixantaine, $80 canadiens, dépendamment, pas juste du taux de change, mais comment ils décident, eux autres, de nous charger ça. Nous autres, les gentils Canadiens, on va pas dire non. Puis les deux premiers volumes sont disponibles maintenant en softcover sur Amazon ou les autres sites d'achat de comic book, si ça vous intéresse. Donc, il y aurait moyen d'attendre, j'imagine, pour pouvoir mettre la main là-dessus. Il y a plein de niveaux de perks, là, puis c'est assez débile, le monde, ils mettent de l'argent, il y a comme des sketchs inédits. Je sais que dans, je pense, la quasi-totalité des perks, donc les perks, c'est ce que vous recevez quand vous contribuer à une campagne de socio-financement, il y a un genre de guide de la timeline de Darkness. Parce que si vous êtes un vieux monsieur comme nous autres, ou une vieille madame des années 90 comme nous autres, les personnages de cette époque-là n'avaient pas les meilleures timelines. Hein? C'était pas super bien défini. Puis c'était des gars excessivement jeunes qui les écrivaient un petit peu sur les hormones. Donc, ils ont décidé de mettre, je pense, un guide pour essayer de se retrouver là-dedans. Comme moi, je trouve ça assez intéressant. C'est comme les années 90 qui reviennent à la mode de ce temps-ci. C'est peut-être utile pour eux aussi. Oui, je pense que ça les aide énormément aussi. Mais il y a une crowd pour ces vieilles bandes dessinées-là. Sinon, il reste 25 jours pour contribuer à la campagne de socio-financement de Darkness Collection Volume 3. Et ils demandaient 30 000, puis ils ont déjà eu 104 000 et 411 $. Puis, tu sais, on s'entend, le Darkness, c'est pas le personnage le plus populaire, même si ça a marqué son époque. Fait, ils vont rentrer dans leur argent, ça va se passer. On n'est pas supposé être en récession. Ben, le monde, ils se font des cadeaux. Il y a du monde qui donne à la place de voyager, ils vont s'acheter un comic. C'est ça, il y a du monde qui va au Japon, il y a du monde qui donne à la campagne de socio-financement de Darkness, Laurent. C'était un choix difficile quand même. Tu sais? Ouais. Fait que c'est ça pour The Darkness. Puis juste une nouvelle vraiment rapidos parce que ça c'est pas assez long pour que je puisse la garder tout seul là, de son côté. Il y a Brian Michael Bendis qui a signé avec Amazon Prime pour avoir un droit de premier regard sur l'adaptation de certaines de ses séries les plus populaires en télésérie. Donc non seulement ils ont le droit de premier regard, mais il y a 3 projets qui sont présentement en développement du côté d'Amazon Prime. On parle de Jinx, on parle de Murder Inc. et on parle de Pearl. Donc, Bendis qui retourne au petit écran. On se souvient de la saga de Powers qui avait été excessivement difficile à adapter. Finalement, ça s'est retrouvé sur le PlayStation Network. Ouais. Qui se souvient du PlayStation Network? On s'en souvient. Je me souviens qu'on en a parlé. On en a parlé, mais c'était pas... Je suis même pas sûr que j'ai vu un screenshot. Dude, c'était même pas disponible au Canada. C'était carrément... La série était condamnée à fail dès le départ. Puis, quel gâchis pour une franchise incroyable comme Powers. Et là, ben, au moins, il va avoir j'imagine, un bon diffuseur. J'ai hâte de voir ce qu'il y en est. Fait que c'est ça que j'avais. Est-ce que vous aviez encore des choses, messieurs? On a fait le tour. Dans la lignée du retour des années 90 ou de la fin des années 80, c'est très rapide. Apple vient d'annoncer qu'ils vont adapter Neuromancer en mini-série de 10 épisodes. Nice. Donc, c'est ça. On n'a pas encore de date de diffusion, mais William Gibson redevient à la mode, visiblement, parce qu'après The Peripheral, qui était adapté sur Amazon, on a droit à, mettons, le classique du cyberpunk qui va être fait en série de 10 épisodes. Je vous promets que je vais le regarder et le critiquer. Excellent. Toi, Simon, t'avais fini? En parlant de reboot de quelque chose des années 90, oui. Moi aussi, ça a été annoncé que le reboot de Baywatch va être à Fox. Yes! Wow! Ouais, ça aussi, il faut faire une critique. Ouais, c'est Baywatch qui a... c'est la compagnie Fremantle qui a les droits de Baywatch et s'associe avec Fox Entertainment pour produire une nouvelle série qui va être écrit et showrunné par Laura Olson, qui a fait aussi le reboot de Beverly Hills 90210. C'est cool quand même que ce soit une femme. Ouais. Puis, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais ça serait peut-être plus pour un show qui serait diffusé en été.
Parce qu'il y a du sens, là, mais... Je suis curieux. On se souvient que Baywatch était la série qui avait tout arraché dans les années 90. Ouais. Je sais pas comment adapter ça vraiment, mais écoute... Le film, là, avec The Rock et Zac Efron, là, y a-tu des gens qui ont vu ça? Non. Moi, je l'ai vu. Puis... Ben, c'est parce qu'à un moment donné, les jokes de base, t'en reviens. Là. Nice. C'est juste des jokes de base, puis de graines, puis... Ça a l'air mon genre. Ben, tu riras la première demi-heure, puis après, tu ferais comme moi. Mais là, je comprends. Passer à d'autres choses. D'ailleurs, parlant des années 90, je suis retombé sur un podcast que je suivais avant la pandémie, puis j'ai abandonné, pas parce que j'aimais pas, mais parce qu'à un moment donné, fin du monde puis tout, j'ai oublié de l'écouter. History of the 90s, qui est animé par une journaliste canadienne qui fait fait un retour sur les événements marquants des années 90, souvent des événements même culturels. Donc, ça peut être autant des attentats terroristes ou que Columbine, que telle chanteuse ou tel phénomène comme les Teeny Babies. Je pense qu'elle parle de Baywatch également. C'est super bon. Tu sais, on est porté un peu à idéaliser le passé parce qu'on était jeunes puis probablement qu'on voyait pas la misère qu'on la voit aujourd'hui. Mais les années 90, là, ça rockait en tabarnouche. Là. Il y avait des choses qui se passaient. Là. C'était pas une décennie qui est très, 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 très jojo. Là. C'était pas tranquille comme on l'imagine. Là. Mais je vous conseille fortement ce podcast-là. C'est super bon. Puis, en fin de semaine, je suis retombé sur une espèce de trip d'écouter... on a déjà parlé au show là, de Purple Stuff Podcast qui a inspiré la création de Noël chez Isidore. Ils viennent de sortir un épisode encore aujourd'hui, puis c'est tellement réconfortant. Le feeling, quand j'écoute Noël chez Isidore, d'avoir une petite couverte, là, puis de me retrouver dans mes vieilles pantoufles, je le retrouve avec ce show-là. Fait que allez jeter un coup d'œil également à Purple Stuff. Ils font du bon matos. Mais Simon, je voudrais te parler d'un truc, parce que je pense que tu l'as vu. Tu sais, tu vas pouvoir m'aider un peu à en parler rapidos, là. Mais j'ai écouté en fin de semaine un film sur Amazon Prime, pour pas le nommer, qui s'appelle Please Don't Destroy the Treasure of Foggy Mountains. L'as-tu écouté finalement? Ben oui. C'est un film qui est réalisé par Paul Briganti, Briganti, qui a réalisé entre autres des épisodes de SNL puis de Lonely Island. Donc c'est un gars qui est dans l'humour puis est autour de la gang de 30 Rock depuis quelques années. Ça met en vedette Martin Henry Lee, John Higgins, Ben Marshall, et on a aussi un rôle de Conan O'Brien. Et c'est l'histoire de trois amis un petit peu niaiseux qui, depuis la tendre enfance, sont bondés autour de l'histoire d'un trésor qui est enfoui dans une montagne près de où ils habitent. Puis c'est un peu des losers, puis il y a Ben qui a l'impression que leur groupe est en train de se dissoudre, donc ils décident de partir à la recherche du dit trésor pour resolidifier leur amitié. C'est vraiment fucking drôle. Je peux pas te dire à quel point j'ai ri pendant ce film-là. Conan O'Brien est en pleine forme. Il joue un genre de... un père un peu comment je pourrais dire ça? Qui brasse beaucoup son fils, qui est propriétaire aussi d'un truc qui s'appelle Trout Depot, qui est un magasin de plein air à proximité de la montagne. Puis il excelle dans le rôle du bully, là. C'est parfait, tu vois qu'il y a du fun avec les gars. Et la seule critique que j'ai avec ce film-là, c'est que tu sens beaucoup les idées qui forment en fait les scènes qui sont des sketchs à part entière. C'est ça, c'est des sketchs. Puis de la manière, c'est que même que c'est édité, tu sens pas une histoire complète qui est fluide, tu sens des idées amassées. Puis c'est très subtil, peut-être que vous allez l'écouter, vous allez pas vous en rendre compte, mais moi en l'écoutant, c'est la seule chose qui m'achalait. C'est pas le film le plus drôle de toute l'histoire, là, mais j'étais vraiment content de voir Conan en pleine forme, puis de voir ces gars-là qui sont très très bons. En fait, les trois, je disais les trois jeunes, ils ont genre 27, mais oui, ils sont jeunes. Ils écrivent et jouent en ce moment pour SNL. C'est eux qui font les digital short. Donc, ce que Lonely Island avait comme un peu instauré dans le temps également. Eux, ils s'appellent Please Don't Destroy. C'est comme le nom de leur c'est pour ça le nom groupe. Genre. Toi, t'avais aimé ça? Oui, j'ai bien aimé ça. Fait que, à écouter peut-être un peu sur C'est très niaiseux, mais tu sais, écoute, des fois ça fait du bien, là. Puis Conan va la vedette, là. Ouais, clairement. J'espère qu'il va faire d'autres rôles, Conan. Ah ouais. Hey, excuse-moi, Gauthier, je passe par-dessus toi. T'avais-tu un dernier truc ou t'avais fini? Non. Oui. Toi, Laurent? Très rapidement, une petite suggestion de lecture. J'ai lu un nouveau manga qui vient de sortir de Shintaro Kago, qui est un auteur dont j'ai déjà parlé, là, qui fait des affaires comme vraiment weird et violentes d'habitude. Mais là, ça reste vraiment weird, mais c'est quand même moins... c'est plus tout public, là, mais c'est comme un manga
très absurde de préposer aux bénéficiaires. Fait que chaque chapitre met en scène, c'est comme tout le temps la même personnage qui est préposé aux bénéficiaires à domicile. Puis comme chaque chapitre est un petit vieux avec un problème différent, mais un problème genre, cette madame-là, elle commence à oublier des personnes, puis ces personnes-là, une fois qu'ils sont oubliés, ils disparaissent. Fait que là, comme tout le monde se fend le cul en quatre pour comme être inoubliable pour la madame pour pas disparaître, genre. Okay. Elle s'occupe d'un monsieur qui est comme un ancien, genre, Ultraman vieillissant, là. Puis là, comme le vieux, il est comme... il est un peu perdu, puis il se met à marcher dans la ville en couche, tu sais, mais c'est comme un bonhomme géant, puis qui rencontre ses vieux ennemis kaiju, puis là, ils prennent le thé ensemble. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais, toi? Puis tout... C'est dommage. Ouais, c'est comme... C'est n'importe quoi, là. Il y a comme un bout, c'est comme là... il faut qu'elle passe un concours de meilleur préposé aux bénéficiaires, mais ça devient genre Battle Royale sur une île déserte en train de devenir le meilleur, genre le plus aux petits soins pour les vieux, puis tout. Puis là, il y a comme une petite vieille que, genre, sa fille, elle commence à dealer de la drogue parce qu'elle a tellement de rides puis de plis qu'elle cache plein d'affaires de contrebande dedans. C'est complètement débile, mais c'est super inventif. Wow. C'est vraiment cool. C'est comme des concepts de science-fiction, tout axé sur la vieillesse, mais c'est comme un univers que j'ai jamais vu. Honnêtement, c'est vraiment cool. Fait que... Puis c'est un tomer, fait que je sais pas comment il peut continuer ça, mais en tout cas, checkez ça. Dementia 21. Dementia 21. Ouais. Excellent. Alors, on va prendre une petite pause, on a fait le tour, puis on va partir avec la bande dessinée de la semaine, le sujet de la semaine. Mais juste avant, je vous rappelle qu'on a un Patreon. Patreon fait en sorte qu'on est capable de garder les lumières allumées chez les Mystérieux Étonnants. Donc, si vous voulez nous appuyer financièrement, si vous voulez faire en sorte qu'on continue à faire des shows chaque semaine depuis maintenant 18 ans, allez sur mystérieuxétonnants.com. En haut à gauche, il y a un bouton « Faire un don ». Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon. Puis en échange, vous avez des goodies. Vous avez entre autres accès au Discord des Mystérieux Étonnants, où est-ce qu'il y a une belle communauté qui échange, qui partage des articles, qui écoute de la lutte, qui écoute des films durant la semaine. Hier, on a écouté justement le pay-per-view de AEW, comme je vous disais tantôt. Des fois, on écoute des films. Là, on a fini le mois Béret Bleu et Pain Baguette. On a terminé ça. Ça va revenir peut-être l'année prochaine. Mais pour l'instant, on a passé à travers les films français. Félicitations. C'était pas toujours facile. Sinon, on vous offre aussi Bifurcation, un podcast offert justement exclusivement pour les membres Patreon. On est en train de faire notre cycle Ernest. Et cette semaine, on va enregistrer 2 épisodes back-à-back. On va enregistrer l'épisode Ernest Goes to Jail, qui est, ma foi, quand même pas pire. C'est très surprenant. Est-ce qu'il y a une joke de savon? Oui, il y a une joke de savon, mais pas celle que tu penses. Pas celle que tu penses. À un moment donné, il gosse un faux fusil avec une mitraillette avec un savon pour essayer de s'évader. Ah. Mais sa crosse fond. Fait que là, il est pas capable. Le deuxième, c'est Ernest contre les trolls. Qui est Ernest Scared Stupid en anglais, qui est aussi un film pas pire. Donc, je fais ça. C'est là que Johan aime. En fait, c'est ça. Johan aime ce film-là, mais non seulement Johan aime ce film-là, mais il va se joindre à nous avec Rémi pour parler des 2 films, Goes to Jail et Scared Stupid. Donc, les prochains épisodes de Bifurcation vont être dédiés à Ernest en compagnie de Johan. Vous avez aussi en avance les épisodes de Terre humaine chez Isidore. Et votre don fait en sorte aussi qu'on peut financer chez Isidore, Terre Kaiju, la patente, l'hébergement, tout ça. On est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music et en archive. Plus des 300 derniers épisodes des Mystérieux Étonnants sont tous sur le site internet. On est sur Facebook puis les autres plateformes de bullshit, ça ne va rien, mais on est principalement sur Discord. D'ailleurs, si vous abonnez au Patreon puis vous voulez avoir accès au Discord, écrivez-moi directement une fois abonné à partir de Patreon, puis je vais vous envoyer le lien parce que je ne peux pas le mettre à la disponibilité de tout le monde parce que sinon, là, les gens s'inscriraient puis ça en perdrait le contrôle. Si vous voulez nous encourager différemment, vous pouvez nous parler du podcast, le partager, donner un petit 5 étoiles sur les plateformes. Ça fait une grosse différence pour les algorithmes qui nous gouvernent. Oui, c'est ça. On va prendre quelques instants, une petite pause et on revient avec Superman Lost de Christopher Priest et Carlos Pagulayan. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée publiée par DC Comics, Superman Lost de Christopher Priest et Carlo Pagulayan. C'est Simon qui nous l'a suggéré. Tu veux-tu le résumer rapidement, Simon? Ou tu veux que je fasse ça très rapidement? Oui. C'est Superman qui se fait demander d'aller dans une mission, sauver le monde. Puis là, il dit à Lois, hey, je reviens. Puis là, il s'en va. Puis là, Lois, elle regarde dans le salon. Puis là, il est là. Puis il est un peu dans la lune. Ouais.
Puis là, on comprend que ça fait 20 ans qu'il est parti. Pour lui, ça fait 20 ans, puis là, il vient de revenir. Puis là, il est complètement déconnecté. Puis c'est un peu ça la BD, c'est qu'est-ce qui s'est passé, puis comment ramener Superman qu'on connaît, surtout pour les gens qui le connaissent dans la BD, à ce qui était avant qu'il parte, comme 30 secondes avant. Exactement. C'est ça. Ouais, c'est quand même bien résumé. Donc, c'est vraiment un voyage à travers le temps et l'espace. Puis en parallèle. Beaucoup d'endroits. Oui, beaucoup d'endroits. C'est grand, il paraît, l'espace. Hein? Donc, c'est ça. On va faire le tour rapidement, voir l'appréciation de chacun, puis on va parler de la BD plus en détail. On vous rappelle qu'on spoil en dernière partie d'émission. Donc, si vous voulez lire la bande dessinée Superman Lost, assurez-vous de faire pause et revenir quand vous l'aurez fait. C'est un style du numéro d'ailleurs qui est disponible maintenant chez. Je pense que c'est un trade qui est disponible maintenant pour Superman Lost, mais c'est 10 numéros au départ. On va commencer par Laurent. C'est devant moi. Vous savez que je suis pas trop DC Comics. Ouais. Fait que j'ai trouvé ça correct, mais j'ai beaucoup trouvé qu'il me manquait de connaissances et de lore pour apprécier pleinement la raid. OK. Le Gauthier? J'ai beaucoup aimé l'histoire au complet. Ouais. Mais pendant la ride, il y a des moments où je me demandais qu'est-ce qu'on me racontait un petit peu. Parce que il y a beaucoup de scientific gibberish. Là. Puis tu sais, comme je suis prêt à accepter un certain nombre de... C'est à cause de la fractale temporelle quantique qui tourne autour du trou noir insolite. Mais tu sais, à un moment donné, j'étais comme... OK, là, genre... Tu sais, parle-moi de comme... une bébelle quantique, là, dis-le une fois, là, puis après ça, comme moi je prends pour acquis que ça existe, puis ça c'est vrai. C'est mon suspension of disbelief, il est là, tu sais. Mais à force de me le faire répéter, je suis comme, OK, c'est quoi là, ça? Tu sais, pourquoi tu m'en parles autant? Fait que bref, j'ai aimé l'histoire, mais comme il y a des moments dans l'histoire où j'étais comme un peu gossé. Largué. Moi, je le comprends. Ouais. Simon, toi, est-ce que c'est une de tes suggestions? Comment tu as trouvé ça? Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Justement parce que je suis pas habitué de lire du Superman, puis que là, on tombait dans le sci-fi weird avec du voyage dans le temps, ben, c'est ça. Moi, les termes du techno-babble puis tout ça, moi, ça venait me chercher. Même si je comprenais absolument rien, j'étais comme « Hey, c'est hot! » Puis, élément important que j'ai pas mentionné pour raconter l'histoire, c'est que quand on voit qu'est-ce qui s'est passé avec Superman, c'est que lui, il essaie de retrouver son chemin vers la Terre, mais il est complètement perdu dans l'espace. Dans l'espace, c'est ça. Fait qu'il ne sait pas où aller, il peut voler pendant des années à essayer de trouver un endroit habitable. Il y a ça aussi, puis... j'ai beaucoup aimé cet élément-là, là, de lui complètement perdu, perd ses repères, il essaie de faire des alliances avec des planètes ou des races sur des planètes pour essayer de... En tout cas, tu sais, il y a comme toute l'histoire aussi de tout ce qui se passe sur les planètes qu'il visite, là. Puis, ouais, non, c'est ça, j'ai beaucoup aimé ça. Puis le dessin, bien que rien d'exceptionnel, je l'ai trouvé super beau. OK. Je trouvais que ça agrémentait beaucoup le côté science-fiction de tout ça. Puis il y a un moment donné, il y a un costume blanc. Ouais. Puis c'est juste, tu sais, c'est blanc uni là, quand on le voit. Puis je trouvais ça super. Tu sens que le costume illumine. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un hommage au costume que porte Jor-El dans Superman The Movie des années 70. Ah ouais, ça ressemble beaucoup au niveau du design. Moi, j'ai beaucoup aimé ma ride. Mais comme Gauthier, il y a des moments où je me enfargeais dans les fleurs du tapis, là, puis j'avais de la misère à suivre, surtout qu'il joue beaucoup avec la structure. Des fois, il commence... La bande dessinée commence, le numéro commence, mais revient juste un petit peu avant sur les éléments de la BD d'avant. Ouais. Donc là, t'es comme, ah, t'es où? Puis il te montre une autre facette de comment l'histoire a fini, mais pas du même angle. Puis à un moment donné, le babble, ça allait, puis tout le monde, j'étais fier de moi. J'étais comme, oh, je me suis pas perdu, j'ai pas checké mon sel. Puis là, la BD finit, puis j'étais comme, est-ce que je comprends pas la fin? Puis ça m'a fait chier, mais j'ai aimé beaucoup la ride, parce que je suis un fan des histoires qui se passent dans le cosmique des BD qui se peut pas, là. Tu sais, l'univers cosmique, un peu à la manière de Marvel, qu'on va y représenter dans Guardians of the Galaxy,
un peu à la manière ben justement, de comment l'espace est représenté dans les BD d'une façon tout à fait improbable, où tu as des héros, justement, de temps en temps, vont partir dans une direction, puis bon, hey, je m'en vais vers Quantum Prime, la planète, dans cette direction-là. Mais la réalité, c'est que si t'es juste un petit peu, tu dévies quelques degrés, t'es perdu, puis c'est tout à fait terrifiant. Puis ça, les premières BD où Superman erre dans l'espace, il est tout seul, puis ce que tu comprends, c'est qu'il retient son souffle, mais de manière Superman depuis des jours, des mois, des semaines. Mais c'est pas s'il va finir par échapper le système solaire dans lequel il est. C'est tout à fait terrifiant. Puis j'aime ça. Puis il y a des dauphins cosmiques, Chris. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, les dauphins, Caroline, c'était beau. C'était très beau. C'était très beau. Est-ce qu'on essaye d'expliquer la fin? Est-ce que vous avez des théories sur qu'est-ce qui se passe à la fin? Je pense que j'ai juste besoin de mettre quelques éléments avant qu'on s'attaque à la fin, parce que juste pour situer un peu les gens, Superman, une des premières espèces qu'il rencontre, finit par l'exiler sur une planète où il y a des castes dans la société. Genre, il y a comme les gens qui se présentent comme l'élite, qui se disent excessivement démocratiques, au point où ils ont laissé tomber d'autres pans de leur société où les gens ne votent plus, qui sont complètement désengagés, mais qui vivent dans la pauvreté. Donc, il y a comme un système de pouvoir dans cette planète-là. Puis Superman finit par abandonner cette planète au profit d'essayer de retrouver la Terre et finit ultimement à revenir vers cette planète-là, d'essayer de se présenter en tant que leader, où pendant des décennies, parce qu'il reste là pendant 20 ans, il est en opposition avec la caste politique et il ne sait pas comment, sauver les habitants de cette planète-là qui est menacée par l'explosion de leur soleil et retrouver en même temps son chemin vers la Terre. Donc, il est déchirant entre les deux. Et en parallèle, on a l'histoire de Superman qui essaie de revenir dans son train-train de vie quotidien. Ce qu'on comprend, c'est que quand Superman a été projeté dans le micro-black hole qu'on rencontre au début, non seulement il a été projeté dans l'espace, mais aussi dans le temps. Donc, il est comme 20 ans en arrière. Moi, je pense que c'est important de le placer parce que il y a du technobabble, mais beaucoup autour du voyage temporel, puis des paradoxes temporels. Puis ça, il fallait qu'on l'établisse avant. Aussi au niveau des émotions, Superman, qui très colérique. Il revient sur Terre, il est tellement déconnecté. Puis c'est toutes les autres essayent de le ramener. Je parle de la Justice League ou Supergirl, Bruce Wayne. C'est ça, puis tu catches que oui, c'est parce qu'il a laissé l'autre planète à leur propre sort, qui est un peu déchiré, mais en même temps, il y a aussi son ancienne vie qui est celle dans laquelle il est présentement, qui est... C'est ça. Tu sais, voir Superman dormir à terre, là, parce qu'il est comme déprimé, là, c'est... Je sais pas, je trouve ça le fun. Moi, on dirait qu'une des affaires qui n'a pas marché pour moi, c'est ça. C'est quoi? C'est l'aspect catatonique de Superman qui revient dans le sens que je comprends que c'est une émotion intéressante, mais que je la comprends pas. Dans le sens que s'il avait passé 20 ans à retenir son souffle dans l'espace, puis à être tout seul, puis à virer fou, OK, je comprends. Mais plus tu avances, plus tu es comme, OK, il est resté sur une planète, mais auquel il s'est pas mêlé. Mais je comprends qu'il y ait Il explique à un moment donné. C'est que c'est l'ensemble de tous ces éléments-là qui l'a rendu PTSD. Le fait d'avoir abandonné des gens sur une planète qu'il a protégée pendant des décennies. Mais il y a une partie, moi je le vois vraiment en deux parties. La première partie, c'est lui dans l'espace hier, ne sachant pas s'il s'en va. T'sais, imagine être dans la noirceur la plus totale de l'univers, prendre un point puis une direction, puis pas rencontrer personne pendant des années-lumière. C'est ça le côté terrifiant de la chose. Ça, je conçois que c'est très terrifiant. L'affaire, c'est qu'il nous présente un 17 ans après ça où il se passe vraiment d'autres affaires. Puis là, je comprends. On dirait que dans ma tête, si tu viens juste de laisser cette planète-là sur le on the verge of destruction puis que tu n'arrives pas trop à la... T'es plus anxieux ou en tabarnak que catatonique? Ben, ça dépend. Mais ça dépend des personnes. Ça dépend. Surtout que lui, tu sais, Superman se définit vraiment beaucoup par le fait qu'il sauve des gens dans la vie. Qu'il aide des gens. Puis il n'y a pas... Ça m'a fait un peu penser à Identity Crisis aussi, là, dans le sens où c'est comme un événement un peu... tu sais, c'est pas un super méchant qui vient troubler les bases du super-héros. Là. C'est vraiment comme un événement un peu normal, tu sais, comme un enlèvement d'enfants, ou dans ce cas-ci, je trouve que c'est de pas être capable de sauver une planète où le plus grand mal qui
Et sur cette planète-là, c'est... l'inaction. Les dérives de la démocratie de notre époque. Mais c'est vraiment une dérive à l'autre opposé. C'est vraiment particulier. T'en as qui sont vraiment comme une espèce de démocratie directe extrême, où le vote décide de tout, même si ça va contre le bien de la collectivité. La morale. Hein. Puis t'en as une autre où c'est pire que ça, c'est même si tu veux les aider, ils veulent pas. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est ça qui trouble Superman aussi, c'est que puis c'est une émotion qui est très contemporaine puis que je trouve vraiment intéressante, c'est que les gens, mettons, qui veulent les jeunes, mettons, qui veulent faire de la planète un monde meilleur, je pense qu'ils rushent vraiment beaucoup parce que justement ils se cognent à cette espèce de mur-là où on se rend compte qu'il y a une grande partie de la population qui ne veut pas se faire aider, qui est très bien dans la réalité actuelle et dans le statu quo et qui ne veut pas, c'est ça, qui n'aspirent pas à vivre mieux ou qui sont très bien dans tout ça. T'sais. Fait que ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Là, c'est comme une manière intéressante de voir cette espèce de nouveau mal-là. Il y a aussi le fait que comme trouver un autre amour. Un possible amour. C'est pas tout à fait établi. C'est pas tant clair, mais avec une Green Lantern qui, elle aussi, est un peu perdue parce qu'elle a eu la bague du Green Lantern, d'un Green Lantern de son secteur spatial, puis qu'elle n'a aucune idée c'est quoi. Puis que là, elle rencontre Superman qui explique, mais là, elle est tellement accrochée à ne plus être seule qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour rester là, jusqu'à tuer un ami de Superman qui aurait pu aider Superman à revenir plus tôt sur sa planète dans son époque. Ouais, c'est ça. C'est débile. Ça joue aussi sur la fin, je pense. Parce que c'est ça, il faut essayer de... Ouais, là, on est parti sur une tangente, mais Gauthier allait s'offrir d'expliquer la fin. Puis pour vrai, je fais pas de farce, là. Je n'ai pas compris la fin. J'ai compris l'ensemble de la BD. À part, il y a comme une espèce d'interlude à un moment donné où le style de la BD devient autre chose. Là. C'est comme, visuellement, on raconte une histoire où je ne sais pas en tout à quoi ça servit, cette affaire-là. Là. Mais mis à part la fin, je trouve que ça suit bien. Mais la fin, j'ai rien compris. Je peux pas dire comment... Je ne peux pas t'expliquer la finale. Moi, ce que j'ai compris, c'est que... faut expliquer certaines choses. Là. Encore. Au début de encore. Mais on fait juste raconter l'histoire. Là. C'est qu'au début de l'histoire, Superman se fait... quand il est perdu dans l'espace, un des premiers événements qui arrive, c'est qu'il y a des extraterrestres, Max, je pense. Il y en a un qui s'appelle Max. C'est comme des Jawas. Comme des Jawas. Ouais, c'est comme des Jawas rouges. Ils prennent Superman, puis ils disent on va t'amener sur la Terre. Puis là, à condition que tu payes tant d'argent, puis là, il peut pas payer parce qu'il n'y a pas cet argent-là. Fait que là, il drop sur une planète. Puis, il arrive sur cette planète-là où la démocratie est fucked up. À la fin de la bande dessinée, Superman, grâce à l'anomalie temporelle là, qu'il y a proche de la planète extraterrestre, retourne dans le temps, mais au moment où il se fait trouver par ces extraterrestres-là, juste avant de se faire lancer sur la planète extraterrestre. Et il met son kit de survie sur le vaisseau qui télécharge les bonnes coordonnées de la Terre. Donc, il envoie son double de cette époque-là à la bonne place. Donc, il tombe jamais sur la planète extraterrestre. Sauf que c'est pas le double qu'il envoie, il envoie son double plus vieux avec l'espèce de pod. C'est ça que je comprends. Ça, il l'envoie ailleurs. Il l'envoie pas sur la planète extraterrestre. Il l'envoie où, ça? Pourquoi il s'occupe de ça? Ben là, c'est ça, il y a un paradoxe temporel qui fait qu'il y a genre 2 Superman maintenant, en gros. Ben, il y en a même 3. T'as celui qu'on suit tout le long, t'as le vieux qui est près de l'espèce de brèche, puis t'as la version jeune qui renvoie à sa place vers Lois. De ce que je comprends, le vieux, c'est le même que celui qu'on suit tout le long, puis là, celui-là, il a créé un troisième qui, lui, a pas vécu ce 20 ans-là, qui est
pour vrai partie comme 3 jours. Okay. Parce que les 2 premiers, je pense que c'est comme un cercle perpétuel où ils vont toujours refaire ça. Ah, comme la planète des singes. Exact. Et que là, il y en a un, celui qui revient de la Terre, qui sacrifie, je pense, sa vie sur la Terre pour pouvoir aller aider la planète, mais qu'en même temps donnant l'information à l'autre Superman. Celui-là va revenir. Sa vie? Non. Puis là, c'est pour ça que Lois Lane est comme « Qu'est-ce que t'as fait, Calice? » Parce qu'elle a tout vécu le moment où... Ouais, il y a comme un an là, où elle a un Superman catatonique, puis lui, il s'en rappelle pas. Ouais. Par contre, ce Superman catatonique-là, il arrive comment? Il passe au travers de la singularité. On le voit à ce moment-là. Ouais. Non, mais celui au début, là, il revient pas avec Adam Strange? Moi, c'est ça que j'ai compris. Là, oui, c'est Adam Strange qui le ramenait là. Il le ramène dans son salon puis il le laisse tout seul. Genre. Mais il passe à travers la singularité. Il est accueilli par Adam Strange qui utilise le... Là, c'est dans la DC Mythos, là, mais c'est Adam Strange qui le ramène sur Terre après. Genre. Ouais. Puis qu'il le drop dans son salon. Ben, mettons, tu me ramènes chez nous, tu vas-tu venir me porter à la porte? Oui, mais si t'as l'air de ce que Superman il a l'air à ce moment-là, je vais peut-être faire t'es-tu correct puis réveiller Lois, mettons. Peut-être qu'il est dit correct, je sais pas. Mais là, tu t'en parles. Là, tu t'en parles. Moi, je pense pas que Lois, c'est la Lois qui a vécu tout ça. Je pense que c'est la Lois qui était dans son salon en train de rêver. C'est la même scène que dans le volume 1. Et puis il est habillé pareil. En fait, il l'amène vraiment au moment où il se fait trouver par les extraterrestres, donc pas un an après. Okay. Pourquoi elle réagit de même? Ouais, pourquoi elle réagit comme ça? Elle a l'air d'être comme... Ouais, elle est au courant. Elle est au courant que... Non. Oui. Oui. Ben là, on peut le relire, là, si tu veux. Je le lirai pas en ondes, là. La scène, c'est vraiment... Elle capote, mais c'est juste que elle est incapable d'avoir des informations parce qu'il se souvient de rien. Oui, mais pourquoi à capotrice, il serait juste parti quelques heures comme au début? Exact. Ben parce qu'il est complètement... Mais non, il est normal. Il mange une toast. Il mange littéralement une toast. Ouais, OK. Mais pourquoi être habillé pareil comme dans le volume 1 à ce moment, pas dans l'issue 1 à ce moment? Moi aussi, j'ai juste 2 pyjamas. Ouais, c'est ça. On s'habille pareil, maintenant. Ben non, mais le soir où il part, il n'est pas habillé pareil. C'est pour créer une boucle, mais je pense que c'est stylistique. C'est pas une boucle narrative. Ben, c'est... Sinon, elle est juste comme, t'es revenu comme t'avais dit. Pourquoi elle fait tout le temps le même rêve, puis elle dit tout le temps Kierkegaard en murmurant. Là. Je sais pas. Écoute, moi, de toutes les choses que j'ai pas compris, j'ai pas focusé là-dessus. Là. Moi, j'ai pas compris Kierkegaard. Mais déjà. Bon, en tout cas, peut-être que tous les points de vue sont valides, puis c'est ça la fin. Peut-être que c'est moi qui rêve. Je vous pas trop clair que faut essayer de comprendre. Mais moi, j'ai aimé la ride, c'est ça l'affaire. T'sais, on s'en fâche un peu, mais moi, j'ai full aimé la ride, puis j'aime ça le technobabble, mais c'est vrai que j'ai trouvé personnellement que dans l'écriture par moment, ça s'enfargeait. Ça rajoutait des couches où c'était pas nécessaire, puis il aurait pu garder ça un petit peu plus léger, puis ça aurait plus coulé. Mais au-delà de ça, regarde, on parle de Superman, puis on n'est pas en train de parler de à quel point il a tapé fort dans la face de Darkseid. On est en train de parler à quel point la singularité a eu un affect sur sa destinée à travers l'espace-temps. C'est déjà comme une histoire de Superman assez unique là, dans mon... Puis de toute façon, moi je tiens à dire que dans toute ma vie, j'ai eu des discussions qui ressemblent à ça avec n'importe quoi qu'il y a du voyage temporel dedans. C'est tout le temps, je veux dire, me suis pété la tête. Non-stop. Je me suis pété la tête sur les visiteurs tellement longtemps. Là. Fait que, tu sais. C'est le Donnie Darko de Superman. Il y a Alan qui explique dans le chat que oui, elle est au courant. C'est pour ça que Clark lui a enregistré un message qui lui explique son choix en disant qu'elle va comprendre son sacrifice. C'est vrai. Il enregistre un message. J'ai pas vu ça non plus. En tout cas, il le dit. Je me souviens qu'il le disait. Il dit qu'elle va comprendre, mais il est marqué nulle part qu'il enregistre un message. Oui, je pense que oui. Puis lui, il prend cette occasion-là pour retourner avec son autre, Mommy Daddy.
Ouais. Puis, mais qui n'est pas vraiment qui est pas vrai son fils, finalement. C'est sûr, on n'a pas parlé de ça. Ouais. Il y a aussi Lex Luthor qui donne le cancer à Lois Lane. Hey, ça, c'est dans les choses les plus fucking terrifiantes que Lex Luthor a fait. Cette séquence-là est digne d'un film. Là. Ouais. C'est magnifique. C'est très bon. Parce que il fait ça pour rendre service à Lois Lane parce que c'est ça qui réveillerait l'état comatose un peu de Superman. Oui. Mais quand il est assis... Mais ça marche. Mais finalement, Lois Lane... Ah, en tout cas. Mais c'est carrément faire un pacte avec le diable. Parce qu'elle s'assied, elle va dîner avec, puis elle dit, le temps que t'étais assis, je t'ai bombardé d'un rayon, puis t'es donné le cancer, il est incurable. Puis c'est... Puis là, ça va faire que, oui, Superman va péter une coche, puis genre, va revenir un peu à ses sens. Mais ça veut dire que ça condamne aussi le Lois Lane. Finalement, ça, c'est pas vrai. Mais dans cette séquence-là, j'en ai eu un frisson. J'ai fait, OK, Lex Luthor est prêt à tout pour justifier, finalement, des actes de cruauté ultime. Ouais. Mais dans sa logique twistée, il est comme, c'est lui qui aide. Là. C'est lui le sauveur de l'humanité. Là. Mais c'est c'est ça qui est fascinant avec le Lex Luthor, c'est que il est tellement obsédé, mais il n'y a comme jamais de raison, vraiment. Non, c'est juste dick. Moi, c'est là, quand je dis qu'il me manque des affaires de lore, là, je suis comme... C'est qui Lex Luthor? Je sais pas c'est qui Lex Luthor. Ben, je sais que c'est un méchant, puis il me semble que c'est un politicien, mais je comprends pas ce qu'il fait dans Superman. Là, t'es de mauvaise foi. Non, je sais pas. J'en ai lu, là. Vous m'en avez fait lire du DC. C'est qui le gorille dans King Kong? Voyons, si tout le monde sait ça. Ben, c'est Kong. Ben, justement, dans le titre. Mais okay, non, mais je sais pas c'est quoi son deal. Hein? Vous avez raison, c'est pas le. C'est pas la BD. C'est pas 3 jours, c'est pas 1 an avant. Là. Il ramène. Il ramène le soir où il qu'on a pas vu avant. avec son saut de blanc. Là. OK. Parce qu'elle dit t'avais un saut de blanc, il est où ton saut de blanc? Fait que là, c'est ça. C'est ça. Je pensais que la semaine prochaine, on relirait la BD puis on essaierait de l'exprimer. Faudrait peut-être, là. Mais non. Mais j'espère que le monde va pas... Moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai eu du fun, pour vrai. J'aurais pris un peu plus de... J'aurais aimé ça qui coupe un peu, là, mais sinon, de somme toute, j'ai beaucoup aimé ça. Moi, somme toute, je chiale puis je connais rien, mais je trouvais que c'était original au moins. Comme proposition. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je l'aurais pas suggéré si c'était juste une histoire normale de Superman. Moi, j'ai lu ça, j'étais comme, hey, ça fait différent, c'est le fun. Cosmique, vraiment weird avec du voyage dans le temps. C'est drôle parce que j'ai lu ça fait très longtemps, là, il y a genre au début des Mystérieux, j'avais lu à un moment donné une BD de Green Lantern à l'époque que c'était Kyle Rayner, puis il y avait juste comme quelques Green Lantern qui l'accompagnaient. Puis c'était très wacky, là, c'est très 90, mais ils ont un problème, puis il faut qu'ils aillent chercher de l'aide, puis ils vont, on va aller dans l'espace. C'est qu'ils vont juste partir dans l'espace en ligne droite, là. Puis ils sont à la recherche de je sais plus quoi, là. Puis j'ai comme, c'est donc bien niaiseux. Puis tu sais, à quel point tu fais juste comme voyager dans l'espace à la recherche de quelque chose, comme une civilisation qui va t'aider. Puis ça prend un peu cet élément-là, tu sais, comme Superman, il voyage à 3 pendant genre 3 mois à vitesse maximale dans une direction, puis il est même pas sorti du système solaire dans lequel il est pris. Puis ça m'a fait... Ah, man, c'est comme la claustrophobie, mais renversée. Il y a des bonnes idées dans cette BD-là, pour vrai. OK. Fait que là, on récapitule. OK? On récapitule. Superman, il revient dans le passé. Oui. Il envoie jeune Superman sur la Terre pour continuer à vivre sa vie de Superman. OK? Avec Lois Lane. Sure. Puis là, c'est chill. Puis là, lui, il retourne sur la planète extraterrestre à aider tout le monde. Puis là, il vieillit, tu sais, puis il vieillit, puis il vieillit, puis il vieillit. Puis là, il renvoie Superman tout le temps. Tu sais, il va toujours être obligé de renvoyer le jeune Superman sur sa terre. Il faut qu'il avertir Meadow Superman. Mais le vieux Superman, il fait quoi? C'est le gars, il meurt. Mais il le met dans un vaisseau. C'est lui vieux. Il peut jamais retourner sur la planète parce qu'il y a sur la planète Terre parce qu'il y a déjà un Superman jeune. Mais pourquoi il le met dans un C'est son cercueil. C'est son cercueil. Oui, il a les mains en croix là, comme ça. Là. Et puis il parle pas. J'ai pas compris pas en tout. Il est clairement mort. Ben, OK. Aussi, j'ai pas catché. C'est ça que j'ai pas catché. Moi, mais je me souviens d'avoir catché en le lisant la 2e fois. Genre, OK, il prend sa place parce que celui qui va le chercher, tu vois, il est un peu grisonnant. C'est ça. Il a son costume blanc.
Je sais pas pourquoi. C'est l'espèce de boulet, là. Comment t'appelles ça, le truc de 6-6, là? Le point Godwin? Non. Non. Oui, mais décisif. Le MacGuffin. Le décisif, j'ai dit 6-6. Ouais. Mais si le jeune Superman non, juste on avait resté compris. 3 jours dans l'espace, Ouais. est-ce que ça annule pas tous les autres Superman? Non. Non. Lui, il est là. Mais est-ce qu'il annule pas sa propre naissance? Non, c'est là que le technobabble... c'est là que le technobabble vient nous aider, parce qu'on sait qu'il y a une espèce de trou quantique à quelque part qui fait en sorte que il y a un autre passage. OK, va pour le trou quantique. C'est là que le suspension of disbelief, il doit c'est la agir. dernière fois que tu m'as avec un trou quantique, par exemple. J'en laisserai pas passer. Wow! Je me laisserai pas mettre dans le trou quantique 2 fois. Oh, come on! On met pas bébé dans un trou quantique. Yeah, we don't put baby in the corner. Ah. Fait que lisez ça, c'est vraiment bon. Moi, je pense, pour vrai, moi, je pense que c'est comme un grand classique qui a juste raté un tout petit peu le son. Mais c'est vraiment une bonne BD. Oui, je pense que ça va être dans les... Peut-être qu'il va être redécouvert plus tard. Pensez-vous qu'il a gardé ça un petit peu ambigu pour la fin exprès? Est-ce que c'est voulu ou c'est mal raconté? Moi, je pense qu'il faut qu'on se force. C'est voulu? Ouais. Moi, je me rappelle avoir lu la première page du premier comic genre 5 fois. Puis j'étais comme, je comprends rien. Est-ce que j'étais en train de lire du Grant Morrison? Oui, c'est vrai que c'est comme fait c'est Grant Morrison. D'après moi, le côté cryptique est quand même voulu. Ouais. Il y a un truc que je voulais dire. Merde, avant que j'oublie. Il passe beaucoup de temps à décrire comment ses pouvoirs fonctionnent par rapport aux radiations du soleil. Puis aussi, il parle de la gravité. Il revient beaucoup là-dessus, la gravité. Comment Superman utilise la gravité pour comme un peu utiliser ses pouvoirs. J'ai trouvé ça intéressant. C'est pas complet, par contre. Il offre comme une partie, je pense, de la réponse. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Il essaie d'amener une explication scientifique. Ouais. Puis c'est comme un gros défi. J'ai-tu compris à un moment donné que le pouvoir ancien des Green Lantern était susceptible à la couleur jaune? Exactement. Ouais. Ça a été retconné ça a été retiré dans la série de Jeff Jones du début des années 2000. Mais c'est comme ça qu'il découvre que le Green Lantern est un Green Lantern du passé. Ouais. Parce qu'elle était affectée par la couleur jaune. C'est quand même cool. Quand même nice, là. Dans du lore de DC. Ouais, ben là, j'avais jamais lu ça, mais j'étais comme ça a l'air du vieux lore d'années 50, là, tata, là. C'est sûr que c'est pris dans quelque part. Oh, oui, c'est l'époque où chaque super-héros devait avoir son talon d'Achille. La couleur jaune, le bois. Pour le premier Green Lantern, c'était le bois. Alan Scott, c'était du bois. C'est ça, c'est dangereux. Ça, des écharpes. C'est ça. Ça s'infecte. Il est attiré, le super vilain kidnappe sa famille pour qu'il l'amène dans un Ikea, genre. Puis là, comme non! Blanc non! Il n'y avait pas une joke que Batman peinturait l'appart de Green Lantern en jaune. Ouais, pour le faire chier. Ouais, c'est une affaire de même. Les années où les super-héros se faisaient beaucoup de dick move, un peu à la manière de collégiens, là. C'était... Il y en avait un où je pense où Batman révélait l'identité de Bruce Wayne. Bruce Wayne révélait l'identité de Clark à tout le monde. Tu sais, t'as des couvertures finalement, tu lis l'histoire pis ça n'a rien à voir. Bon, est-ce qu'on le recommande, messieurs? On va arrêter là-dessus. Oui, je pense que oui. OK, on recommande. Excellent. On s'est entendu, on a lu une bonne bande dessinée. C'est cool. Je donne 5 singularités sur 5. Wow! Mais là, est-ce que ça s'annule finalement? Mais non, il y en a 5. Oui, mais si si je cours autour des singularités, est-ce que je finis par me rencontrer moi-même et me dire fais pas ça? Est-ce que toutes les singularités ont le même âge? OK. On se laisse là-dessus, tout le monde. Faites attention vous autres pendant la semaine. Non, ça n'est pas. Puis, ouais, c'est ça. Allez jeter un coup d'œil à notre Patreon. Allez jeter un coup d'œil à notre Discord si ça vous intéresse. Puis, n'oubliez pas de m'écrire si vous abonnez. Puis, allez écouter cette semaine. Il va y avoir les Ernest avec Yoann et Rémi Fréchette. OK. Bye bye. Ciao. Bye.